Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec Thierry, un papa qui m'a démarché suite à la vidéo que j'avais faite sur la chaîne YouTube où je vous disais à vous, la communauté, si vous voulez participer, n'hésitez pas à prendre contact par mail avec nous. Thierry l'a fait. Alors un petit témoignage, 1h46. Thierry avait plein de choses à dire. Thierry, bienvenue parmi nous. Et à tous, je vous laisse l'écouter. Salut à tous, moi je me présente, je m'appelle Thierry, je viens du sud de la France. J'espère pouvoir être concis dans mon témoignage, parce que je suis comme vous, je suis papa. Et je suis papa avec une petite fille qui est merveilleuse. Et comme vous, j'ai un DVH, un droit de visite et d'hébergement simple. Voilà, un week-end sur deux, la moitié des vacances, avec tous les trajets à ma charge, etc. Moi, j'ai pas de pension alimentaire parce que j'ai été jugé trop pauvre pour en verser. C'est ce qui est écrit sur le jugement. Pas de pension pour cause d'impécuniarité. Donc voilà, je voulais aussi en profiter pour faire un big up à Cédric parce que je l'ai contacté il y a quelques jours en tombant sur sa chaîne YouTube par hasard et il a été méga réactif. C'était assez impressionnant. Et je ne sais pas si Claude est encore là parmi vous, mais j'ai beaucoup aimé ses témoignages et sa manière de voir les choses. Donc je voulais le saluer aussi. Donc pour entrer dans le vif du sujet, moi, peut-être contrairement à beaucoup d'entre vous, j'ai été père malgré moi, c'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un depuis quelques mois seulement. Nous nous sommes séparés parce que j'ai détecté des choses qui n'allaient pas trop et on s'engueulait pas, mais bon, voilà, j'ai vu des trucs qui me plaisaient pas trop et j'ai pas souhaité continuer. Et donc on s'est séparés et on a fêté ça dignement puisque on a conçu notre petite fille le soir de notre séparation. Il se trouve qu'après j'ai plus de nouvelles, chacun est parti de son côté. Et un mois plus tard, j'ai reçu un petit appel via WhatsApp pour me signifier que j'allais être papa. Donc c'était un peu le chamboulement dans ma tête. À ce moment-là, je ne réalisais pas vraiment. J'ai oublié de vous dire, je vais avoir 47 ans bientôt. Quand je l'ai appris, j'avais 41 ans. Donc moi, dans ma vie, j'avais fait un peu une croix sur les enfants. J'ai jamais refusé d'en avoir. J'ai jamais tout fait pour en avoir non plus. Enfin, voilà, ça m'était un peu égal. Je voulais éventuellement être père si ça arrivait, tant mieux, quoi. Mais bon, dans ma tête, j'avais plutôt prévu de faire ça avec quelqu'un que j'aime, dans un foyer bien, enfin comme tout le monde, je suppose. Mais ça n'a pas été le cas, donc voilà, ça a commencé comme ça, donc un mois plus tard, petit coup de fil, tu vas être papa, ok, super, bon, je pense avoir des valeurs et un comportement plutôt classique, donc j'ai décidé d'assumer assez rapidement d'ailleurs, et quand je dis rapidement, c'est quelques minutes. Donc cool, moi à l'époque j'étais intérimaire, j'avais envie d'arrêter ma mission d'intérim, enfin de pas aller beaucoup plus loin que la fin de ma mission. J'avais envie de me consacrer à monter ma petite boîte, comme certainement beaucoup d'entre vous, cette petite envie d'indépendance. Et donc, voilà, tout ça remis en cause. Qu'est-ce que je fais? Comment ça s'organise? Il faut savoir que cette dame, donc la maman de ma fille, habite à peu près à 60-70 bornes de chez moi. Donc du coup, gros dilemme, qu'est-ce que je fais? Je reste là, je déménage. Donc j'ai choisi l'option de lui proposer de me rapprocher de chez elle. Pas pour qu'on se remette ensemble, évidemment. Ça, c'était inenvisageable, enfin en tout cas pour moi. Mais du coup, de me rapprocher pour l'aider, pour être là, voilà, on peut très bien, enfin en tout cas dans mon idée de l'époque, on peut très bien être des parents séparés et être des gens tout à fait normaux et intelligents et adultes.
Je comprends maintenant que c'est parfois difficile. En tout cas pour beaucoup d'entre vous, la preuve, vous êtes tous là. Donc du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça s'est rapidement mal passé, dégradé. Elle s'est agacée toute seule. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Tu viens pas. Et puis finalement, t'es qu'une merde. Alors, excusez-moi, je vais avoir un langage peut-être un peu fleuri. C'était qu'une merde, tu sers à rien. C'était des messages. J'ai pu les enregistrer d'ailleurs parce que bon, au bout d'un moment, quand on vous appelle une quinzaine de fois pour vous insulter, vous reprocher tout et vous rabaisser plus bas que terre. Moi, j'ai décidé d'enregistrer, je me suis dit que ça pourrait toujours me servir éventuellement. Vous comprenez que non, la preuve, je suis là. Mais bon, j'ai décidé d'enregistrer, mais j'avais voilà, des paroles. Tu seras jamais le père de cet enfant, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Ce sera pas possible, je ferai tout pour que tu sois rien. Bon, bref. Donc, je suis passé assez rapidement de l'euphorie à l'incrédulité la plus totale, à me demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Moi, c'est ma première enfant, donc je connais pas du tout ce monde-là, de la parentalité, etc., à part par mes amis qui ont des enfants, etc., qui sont parfois séparés ou parfois non. Mais c'est pas des sujets que j'avais trop abordés avec eux, comment ça se passe, etc., est-ce que c'est difficile? En tout cas, eux ne s'en sont pas ouverts à moi. Et moi, pas forcément. J'ai eu une expérience en tant que beau-père, pour le coup, avec une personne qui avait une petite fille qui était vraiment adorable, avec qui je m'entendais super bien. Et le père, pour le coup, était un vrai sale con. Comme quoi, c'est là que je rejoins Claude sur ses propos. Il n'y a pas de bon ou mauvais père, il n'y a pas de bonne ou mauvaise mère. Les cons n'ont pas de genre. Donc voilà, j'ai commencé à avoir cette histoire qui m'est revenue en tête en me disant mince, comment ça va se passer. Apparemment elle m'en veut, mais je sais pas pourquoi. Je me suis beaucoup posé de questions. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour mériter tant de haine, tant de dégoût, tant de rejet. J'ai passé longtemps à me poser cette question d'ailleurs. Ça m'a duré vraiment longtemps. Malgré tout, il fallait avancer. Donc bon, bah, j'ai peut-être cette faculté d'arriver à cloisonner les choses. J'ai lu beaucoup. Je suis allé sur Internet. J'ai regardé tous les forums que j'ai pu sur les séparations, sur les papas, machin, etc. Il se trouve que ça m'a énormément déprimé parce que j'ai découvert tout un univers sordide de pères au bout du rouleau, au bout du portefeuille, au bout du cerveau, au bout de leur vie. C'était vraiment terrible. Il y a des mères aussi qui vivent ça, qui vivent ce genre de délire complètement hallucinant, parce qu'il y a des pères qui n'ont qu'un simple DVH, peut-être comme beaucoup d'entre nous, et qui mettent la misère aux mamans et à leurs enfants. C'est quand même assez incroyable. Et je pense que c'est ce qui dévalorise et de loin tout le combat qui est le vôtre et qui est aussi le mien. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Je pense qu'il faut commencer par admettre ça aussi. Bref, j'ai voulu, moi, évidemment, assister aux échographies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était oui, et sur le trajet en voiture, c'était bah non, je veux pas te voir. Malheureusement, je pouvais pas forcer l'entrée, déjà parce que je savais pas où c'était, et donc voilà, j'ai pas pu assister aux échographies. Il se trouve que ma fille était dans le ventre de sa maman, donc, mais apparemment assez basse. Alors je vous rassure, j'ai eu aucun cours, j'ai eu aucune information de rien du tout. Il a fallu que je me documente tout seul sur Internet et auprès de mes copines, pour savoir, mes copines maman, pour savoir comment ça se passe une grossesse, parce qu'évidemment je m'étais jamais intéressé à l'affaire. Donc voilà, ma fille était basse, très très proche du bassin, dans le ventre de sa maman. Ça fait que sa maman avait beaucoup de mal à se déplacer, etc. Donc étrangement, elle est devenue très sympathique sur le dernier mois. Donc ma fille est née au mois de juillet, mais tout le mois de juin, donc au début juin, sa mère m'a recontacté. Elle a accepté que je vienne à la toute dernière échographie parce qu'elle avait besoin de moi.
Faut savoir que c'est quelqu'un qui est plutôt manipulateur, menteur, tout ce qu'on veut. Enfin, et c'est vraiment pas dit comme la plupart des gens. Je m'entends pas avec lui, c'est un pervers narcissique. Enfin, tout le monde est pervers narcissique aujourd'hui. C'est pas vraiment le cas. Là, c'est une vraie personnalité manipulatrice qui donc a réussi à m'avoir. Donc j'ai pu assister à la dernière échographie. Et puis parce que j'assume mon rôle de père et parce que j'assume tout ce que je fais dans la vie, j'ai décidé, moi, d'aller la voir et d'aller l'aider une fois par semaine. Je vous rappelle, j'habite à 70 bornes de là. Aller l'aider une fois par semaine pour sa vie quotidienne, la transporter pour aller faire des courses, etc. etc. C'était assez amusant parce que l'infirmière qui venait régulièrement chez elle, puisqu'elle ne pouvait pas trop se déplacer, m'a découvert. Elle a découvert que l'enfant à venir avait un père, et que ce père c'était moi. Moi aussi j'ai découvert cette personne-là, c'est pas pour autant que j'ai eu plus d'informations. Il se trouve que pendant cet intervalle de temps, moi j'avais quand même décidé d'aller me renseigner un peu plus loin, donc je suis allé à la Maison de la Justice et du Droit, c'est ça qui est merveilleux en France aussi. Je pense qu'on ne le dit pas forcément assez, mais il y a énormément de structures qui existent, gratuites, ouvertes à tous. Moi à l'époque, j'avais vraiment pas d'argent. Du coup, je ne pouvais pas me payer un avocat juste pour avoir des conseils à 100 balles de l'heure. Enfin, c'est pas possible. Je préfère payer un psychologue à 50 balles de l'heure. C'est demi-tarif. Mais donc, du coup, voilà, je suis allé à la Maison de la Justice et du Droit où il y a des permanences d'avocats. J'ai pu rencontrer un avocat, coup de chance, spécialiste du droit de la famille, et depuis une vingtaine d'années. Cet avocat, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça fait 7 ans, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Monsieur, vous avez 2 choix aujourd'hui qui s'ouvrent à vous. Vous ne vivez pas avec la maman, vous n'avez jamais connu cet enfant, il n'est pas né. Soit vous décidez de vous dire que vous allez vivre votre vie et que vous, tout en sachant que vous avez un enfant quelque part qui ne vous connaîtra pas. Et je vous promets une belle vie, une vie tranquille, sans problème. Ou alors, vous décidez d'assumer cet enfant. Et cet enfant aura un père, qu'il aime ou pas, peu importe. Et je vous promets 20 ans de larmes et de sang. Ce sont ces paroles exactes que je vous répète là. Et je vous avoue franchement, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru. Incrédule, comme j'ai pu l'entendre dans différentes vidéos de cette chaîne. Je crois qu'on est tous passés par ce truc-là, au tout début des procédures, à se dire la justice, on est en France, quand même, on est dans les années 2000, les choses ont évolué, la justice sera juste, j'ai rien à me reprocher, mon casier judiciaire est vierge, j'ai un parcours qui n'est pas forcément exemplaire, mais qui est assez linéaire, qui n'est pas fait de folie. J'ai jamais été arrêté pour rien, jamais été violent, je suis plutôt non violent. Donc voilà, j'avais toute confiance en ce que je pouvais dire, ce que je pourrais faire et aux arguments que je pourrais apporter. Et vous vous doutez bien que si je suis là aujourd'hui, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné. Donc du coup, je reviens, c'était le petit aparté, je reviens sur le truc, donc je l'ai aidé pendant un mois, c'est moi qui suis allé l'emmener à l'hôpital, elle m'a appelé à 4h du matin quand ma fille arrivait, je suis allé chez elle, la chercher, ensuite on est parti à l'hôpital, j'ai assisté à l'accouchement, pas préparé du tout, je savais absolument pas quoi faire, ni comment, ni pourquoi. Je suis arrivé honnêtement en Bermuda et en chemisette, puisque ma fille est née au mois de juillet. Je suis arrivé en Bermuda, en sandales, en chemisette, la tête comme ça, forcément 4h du mat. Me demander un peu comment ça allait se passer, qu'est-ce que je devais faire, comment, j'en savais absolument rien. Honnêtement, j'ai pas été trop pris en charge. Moi, je m'attendais à un truc genre série hospitalière américaine, genre on te met une blouse, une charlotte, je sais pas quoi, un masque, pas du tout. Voilà, je suis rentré dans la salle d'accouchement avec mes sandales, mon Bermuda et ma chemisette. J'étais là en train de me demander ce que je pouvais faire. La petite est sortie, ploc, comme ça.
On m'a demandé est-ce que vous voulez couper le cordon? Bah ouais, clac, j'ai coupé le cordon. Ils l'ont prise, ils l'ont un peu tordue dans tous les sens, paf, ils me l'ont mise dans les bras. Vous voulez qu'on fasse une photo? Bah ouais, paf, bah vous avez un téléphone? Ouais, tac, pouf, ils ont sorti mon téléphone, ils m'ont fait une photo avec, et puis allez, ciao, bye. Et la naissance, voilà, s'est déroulée comme ça. C'était un peu, honnêtement, je crois que j'ai même pas pu en profiter. C'était un moment voilà, qui arrivait parce que donc, je suis allé à 4 heures du matin, mais ma fille est née à 4 heures de l'après-midi. Donc, voilà, ça dure longtemps, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment aider, je ne sais pas rien du tout. Voilà, puis et ça se termine et j'ai pas compris comment c'était arrivé, quoi. Et me voilà papa euh, d'une petite fille. La mère est restée à l'hôpital encore pendant 4 jours. Et je suis resté moi aussi à son chevet pendant ces 4 jours. Je pense avoir été plutôt sympa, je suis un peu geek, donc en fait, oui, j'ai oublié de vous dire, la mère de ma fille est d'origine tchèque. Elle est arrivée en France il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, peut-être maintenant, depuis. Il y avait une dizaine d'années quand je l'avais rencontrée, donc maintenant une quinzaine, 15-20 ans. Donc ses parents résident en République tchèque. Et donc je me suis dit, bah tiens, ce serait bien de faire des photos, des vidéos que je mettrais sur un drive en ligne, un Google Drive, que je partagerai avec tout le monde. Comme ça, au moins, tout le monde aura des photos, parce que évidemment, c'est pas la maman qui va faire des photos sur son lit complètement crevé, quoi. Donc voilà, je fais ça, j'ai essayé d'être super sympa et tout. J'ai accueilli ses parents qui sont venus pour l'occasion, qui sont venus loger chez elle, donc je les ai accompagnés chez elle, etc. Je les ai accueillis avec une petite bière, forcément. C'est des gens des pays de l'Est, ils aiment bien boire un petit coup de bière. Bon, la barrière de la langue est un peu compliquée parce que je parle pas le tchèque du tout. Sa mère ne parle pas ni français ni anglais. Il y a que son père qui parlait un peu anglais, donc j'ai pu un peu parler avec lui, mais bon, voilà, assez succinctement. Et puis, bref, les 4 jours passent. Elle rentre de l'hôpital avec la petite et là, bah, ça s'arrête pour moi. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Du coup, heureusement, j'étais là quand ils ont pris rendez-vous, le premier rendez-vous pédiatrique, un mois plus tard. Donc, je connaissais la date et l'heure. Donc, j'ai pu me pointer un mois plus tard à l'hôpital en exigeant de voir ma fille, tout simplement. Donc, elle est arrivée avec sa maman, avec ma fille dans la poussette. Et elles me l'ont lâché comme ça dans le hall de l'hôpital. Je vous rappelle, en plein mois d'août, et on est dans le sud de la France. Elles me l'ont lâché comme ça avec rien, pas de gourde, pas de biberon, pas de couche, pas de rien du tout. Voilà ta fille. Nous, on part faire des courses. Profites-en. Et on revient tout à l'heure pour la reprendre. Voilà. Et donc, je me retrouve dans le hall d'attente d'un hôpital avec un bébé sur les bras, dont j'ai aucune idée de comment m'occuper, sans biberon, sans rien. Voilà, qu'est-ce que je fais et comment ça se passe. C'était ma deuxième découverte de ma fille pendant une petite heure, en plein cagnard. Et donc c'était un peu difficile. Mais bon, voilà, on fait avec, on fait ce qu'on peut. Et après, donc elles sont revenues, elles ont récupéré la petite et je ne l'ai plus revue jusqu'au mois de décembre de la même année. Parce qu'en fait, entre-temps, du coup, j'ai complètement pété les plombs. Enfin, j'ai dit, moi j'attaque et tout, c'est la foudre, quoi. C'est bon, je vais en justice. Je me suis documenté en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'en suis privé? Enfin, pourquoi elle peut faire ce qu'elle veut? Qu'est-ce que je peux faire? Avec un bébé, évidemment, il était inutile que j'essaie de forcer sa porte, d'aller prendre la petite ou quoi. Je suis pas stupide. Je me doutais bien que ça allait se retourner contre moi. Et au-delà de ça, je me doutais bien que pour l'enfant, c'était pas la meilleure chose à faire. Enfin, c'est un bébé, quoi. Donc, il faut pas non plus. Là, pour le coup, je peux rejoindre
certaines personnes en disant que quand même un bébé, il a besoin de sa maman. Je suis incapable de l'allaiter, moi, à part avec du lait en poudre, que je n'avais pas, parce que je ne voulais pas faire d'erreur, j'avais aucune idée de quel lait acheter, comment, pour pas abîmer ma fille. Donc du coup, bon, bah, voilà, je me dis, il me reste que la voie de la justice, il n'y a que ça pour essayer d'avoir accès à mon enfant, tout simplement. Donc je me fâche. J'avais la chance, et peut-être la malchance aussi derrière, vous allez comprendre. Mon père, par gentillesse, m'a payé une protection juridique pour m'aider. Je fais appel à cette protection juridique pour saisir un avocat et saisir le JAF. Avant de saisir le JAF, donc je vais voir cet avocat, c'était complètement n'importe quoi. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas forcément, ou du moins ceux qui l'ont, parce que je ne sais pas si comme comme vous savez quand c'est éloigné géographiquement, il faut saisir le JAF de là où réside l'enfant, et donc prendre un avocat à l'endroit aussi de la juridiction du tribunal. On peut prendre un avocat chez soi, mais cet avocat-là devra mandater un avocat qui sera, lui, dépendant du tribunal compétent. Donc, bon, voilà, j'avais pas non plus un puissant fonds d'argent. Il faut savoir que pour les protections juridiques, les affaires familiales, c'est dérisoire, la somme qui est accordée. C'est vraiment, mais quand je dis dérisoire, je crois que c'était 900 euros de mémoire. Autant vous dire, 900 euros, on va pas très loin, quoi. Et puis l'avocat en question me prend de haut, etc. Ça se passe pas très bien. Il commence à faire les trucs un peu dans son coin sans rien me dire. Peut-être qu'il a fait les bonnes choses. Avec le recul, je me dis voilà, j'étais pas non plus dans le même état d'esprit. Il aurait peut-être fallu un peu plus m'expliquer, prendre le temps en tout cas, peut-être de me calmer aussi, parce que forcément vous paniquez quand c'est comme ça. Et donc, bon, voilà, les choses ne se passent pas comme ça. J'arrête la procédure. Enfin, l'avocat avait commencé à écrire à la mère de ma fille des lettres recommandées, etc. Elle avait répondu très laconiquement en disant démerdez-vous, tant que je ne suis pas convoqué, je n'ai rien à cirer. J'arrête la procédure avocat. Je dis bon, là, ça suffit, ça part pas bien du tout. Enfin, voilà, je veux avoir un peu la main là-dessus. Et puis, je veux comprendre en fait ce qui se passe, les tenants et aboutissants, les enjeux. Parce qu'évidemment, comme beaucoup certainement d'entre vous, le premier truc qu'on me dit, c'est l'enfant, il est trop petit, c'est un bébé, vous n'aurez rien, enfin cherchez même pas, enfin si, vous aurez une pension à verser, puis c'est tout, quoi. Bon, alors moi voilà, je tombe un peu des nues, et puis je me renseigne et j'apprends qu'il existe la médiation familiale. À l'époque, on n'avait pas encore contacté le juge, et à l'époque, c'était pas encore obligatoire de faire une médiation avant de saisir le juge. Donc, je décide de le faire moi, de mon propre chef, en disant bon, on va commencer, au lieu de taper direct avec le marteau de la loi, on va essayer de faire une médiation. Donc, je suis parti, j'ai trouvé une association de médiation à mi-chemin entre chez elle et chez moi, parce que quand même, je ne vais pas non plus me taper 150 bornes à chaque fois pour faire une médiation. Enfin, il y a toujours ce côté, je crois qu'on a un peu tous, parce que j'ai vu ça dans plein de vidéos, où il y a quand même aussi un moment où on se dit, attends, la victime, c'est moi. Enfin, tu vois, c'est pas... Je veux bien baisser la tête et m'allonger un peu, mais quand même, il y a un moment, bon, voilà, on peut partager un peu aussi certaines choses. Donc je fais ça, je contacte cette association, je suis reçu par 2 fois par une médiatrice qui me dit que bon, on ne peut pas obliger la maman à venir faire sa médiation, mais on va lui écrire. Donc la médiatrice lui écrit, c'est moi-même qui poste le courrier en sortant. On a attendu à peu près 1 mois avant qu'elle décide de bien vouloir répondre.
Euh, Entre-temps, pas de nouvelles, hein, rien, etc. À chaque fois que je l'ai sollicité pour voir l'enfant, elle m'a refait le coup de oui, pas de problème, tel jour, telle heure. Je suis allé avec mes parents, puis au final, c'était bah non, on n'est pas là. Donc voilà, c'était après, je peux pas te la confier pour cause d'immunité, je sais plus quoi, d'immunité, comment c'était, de microbienne. Voilà, en gros, si je te la confie, elle a pas encore fait tous ses anticorps, donc tu vas me l'abîmer, tu vas me la rendre malade. Et c'est assez marrant parce que quand je me pointe, petite anecdote, je me pointe avec mes parents et elle me dit qu'elle est pas là parce qu'elles sont à Ikea avec sa maman et la petite. Donc Ikea, c'est quand même pas un modèle de non-diffusion de microbes. Enfin bon, bref. La médiation donc se passe, donc je suis reçu 2 fois. Elle après réponse, elle joue la montre hein, à chaque fois. Je pense comme les vôtres. Parce que c'est extrêmement important pour eux de jouer la montre. Comme ça, l'enfant grandit aussi, et après, vous allez comprendre pourquoi dans les procédures, enfin pour la plupart, vous le savez déjà, dans les procédures, bah, on vous dit que ça fait trop longtemps. Donc elle joue la montre, elle se pointe quand même sur un seul rendez-vous avec la médiatrice. Elle accepte que l'on se voit tous les deux avec la médiatrice. Vient le jour où on se voit en médiation. La médiatrice nous reçoit tous les deux dans la même pièce, évidemment. Elle explique un peu comment ça va se passer. Elle dit bon bah voilà, chacun va s'exprimer de son côté. Je vous ai reçus tous les deux. Chacun va s'exprimer de son côté. Je vous demande juste de ne pas vous couper la parole. Voilà, laissez chacun s'exprimer. Moi, je suis d'accord. Donc, son tour à elle commence en premier. Donc, bien sûr, je m'en prends plein la gueule. Je suis le diable incarné sur cette terre, et quand je dis le diable, je pense le diable et toute son vengeance, ainsi que tous les habitants de l'enfer. Ok, moi je prends ça, et j'attends qu'elle termine. Quand elle termine, vient mon tour, je m'exprime, mais je me fais couper 40 fois. Je suis obligé à un moment de monter un peu le ton auprès de la médiatrice en disant bon bah attendez, est-ce qu'on peut s'exprimer ou voilà, enfin. La médiatrice dit ah oui, 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 madame, laissez-le parler, etc. Bon, très bien. Et puis au final, elle me coupe en me disant bon, écoutez-moi, je veux bien qu'il voie sa fille, mais ce sera dans un lieu neutre. Le terme était celui-là, dans un lieu neutre. Ok, bon, bah, moi, je connais pas, je dis ok. Une fois la médiation terminée, je demande à la médiatrice c'est quoi un lieu neutre. Comment ça se passe. Et la médiatrice. Que franchement, que je déteste cordialement aujourd'hui, parce que c'est elle qui a déclenché tout ça. Enfin, en tout cas, c'est de sa faute. Me dit qu'un lieu neutre, ça s'appelle un lieu médiatisé, et que, bah voilà, c'est un endroit où les parents qui peuvent plus voir leurs enfants peuvent les voir sereinement sans la présence de l'autre, etc. Bon, je me dis, bon, bah, parfait, ça me va. Moi, du moment que j'arrive à voir mon enfant, ça me va. Il se trouve que j'ai appris plus tard par un avocat, que j'aurais pu dire, moi, je veux bien voir mon enfant dans un lieu neutre, c'est-à-dire chez mes parents, par exemple, plutôt que chez moi. C'est un lieu neutre. Non, et cette médiatrice ne m'a pas du tout bien conseillé. Elle me donne une adresse d'une association qui sert de lieu médiatisé. Je prends contact avec cette association qui avait 2 lieux. Je choisis le lieu le plus proche de la maman parce que je me dis, bon, ouais, il y a quand même la petite qui est bébé, donc on va lui éviter quand même tout le trajet. Faut pas exagérer non plus. Là, il y a la guéguerre entre les parents, mais à un moment, il faut penser un peu à l'enfant. Donc je me dis, je choisis le lieu le plus proche, comme ça, elle n'a que 10 minutes, un quart d'heure de route à peine, c'est jouable. Et donc, me voilà là-dedans, donc la petite a 1 an, voilà, c'est un nourrisson. Je préviens bien le dirigeant de l'association que mon enfant est un bébé, parce que je ne sais pas si c'est possible ou pas avec les bébés dans ces trucs-là. Il me dit oui, oui, pas de problème et tout. Et donc, en fait, je me retrouve donc dans un lieu médiatisé que certainement beaucoup d'entre vous ont connu. L'enfer sur Terre. Voilà. Comme j'entendais justement un papa expliquer, un lieu médiatisé, c'est
c'est voir son enfant au parloir. Voilà, c'est voir son enfant au parloir avec des gens qui tournent autour et qui regardent un peu comment ça se passe et qui font des rapports sur comment ça se passe. Avec que des papas. Non, j'avais eu une maman qui était là, dont l'enfant ne s'est jamais présenté d'ailleurs. Mais sinon, j'ai eu que des papas. Et j'ai pas eu que des déjantés. Hein. Il y avait des drogués, des alcooliques, des violents, mais il y avait aussi des kidams, comme moi. Il y en avait qui étaient extrêmement énervés. Par exemple, je me souviens d'un père qui lui venait de Haute-Savoie. Enfin, je vous dis, je suis dans le sud de la France, vraiment, côte méditerranéenne. Et il venait de Haute-Savoie. Il était obligé de prendre un hôtel, de venir la veille, de prendre un hôtel. Parfois, la mère venait pas avec l'enfant. Et lui, il était venu pour rien. Et il était complètement à l'envers. Le bonhomme, est-ce que je peux comprendre? Il n'en pouvait plus, quoi. Il était complètement au bout du rouleau. Enfin voilà, on voit des choses horribles, pas cool. J'ai demandé à ce que mes parents viennent. On leur a accepté. Alors moi, j'ai eu droit à 2 samedis par mois pendant 3 heures. C'était comme ça, c'était les règles. J'ai demandé à ce que mes parents viennent. On m'a dit OK, mais seulement 2 heures. Donc c'est cool parce que évidemment on vient dans la même voiture. Donc ils ont dû patienter une demi-heure dans la voiture, venir et puis repartir dans la voiture et attendre une demi-heure. Donc il se trouve que voilà, la mère de ma fille arrivait constamment en retard, évidemment. Elle passait le barrage pour rentrer là où il y avait tous les pères. Enfin, on lui disait rien. Et il fallait à chaque fois que je râle en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Évidemment, elle arrivait en retard aussi pour récupérer l'enfant. Donc moi, je me retrouvais avec ma gamine dans les bras, un bébé, hein, encore une fois. Pendant que le personnel relevait les chaises, passait le balai, etc. J'étais le dernier dans la salle et puis j'attendais là avec mon enfant. Bien sûr, elle donnait rien. Il y avait ici, j'avais un biberon, mais c'est tout, quoi. Elle donnait rien d'autre, pas de couche, pas de que dalle, juste le landau. Et encore, elle repartait avec le landau. Dans ce lieu neutre, j'avais pas de chaise haute, donc je devais nourrir ma fille. Calé contre un coin de mur et par terre sur un plaid parce que c'était par terre sur un plaid et que elle ne tenait pas assise, vous imaginez bien un an. Donc je la nourrissais par terre. J'avais demandé une chaise haute et je me suis fait défoncer. Et voilà, y compris après auprès du juge, puisque le dirigeant de cette association a fait un rapport sur moi comme quoi j'étais un mauvais coucheur et une personne qui passait son temps à ne jamais être contente. Parce que je changeais ma fille, évidemment, sur la cuvette des chiottes, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour la changer. Donc il fallait que je vienne avec mes couchins, évidemment, aussi, et avec mon biberon, et avec mon goûter, avec tout, quoi, parce que j'avais rien, et avec mes peluches, parce qu'elle n'avait rien non plus. Et je me retrouvais avec une enfant, voilà, qui découvrait quelqu'un, 2 samedis par mois, un visage devant sa tête, et qui comprenait rien, évidemment, non. Donc voilà, ça a été assez pénible. Du coup, pendant que j'étais dans ce lieu médiatisé, je me suis dit, alors là, c'est pas possible, je vais devant le juge. Donc je suis allé devant le juge pour la première fois. Toujours pareil, j'y suis allé la fleur au fusil, comme beaucoup d'entre vous, persuadé que la justice est géniale et qu'elle va m'écouter. Donc j'y suis allé sans avocat, puisque moi je n'étais pas marié, donc j'avais pas d'obligation d'avocat. Je me suis dit quand même, je sais m'exprimer, je sais écrire. Je savais pas faire des conclusions, je savais pas tous ces trucs. Maintenant, je suis un expert, je pourrais être avocat, je crois bien, en droit de la famille, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Mais voilà, du coup, j'ai singé, quoi. C'est-à-dire que je recevais les courriers d'avocats de madame, et puis je faisais des réponses avec la même mise en page, etc. Je copiais la mise en page de l'autre pour faire les mêmes trucs, et je copiais ce qu'elle disait, parce que vous savez, il y a des mots-clés. Dit, entendre que, je sais pas quoi, juger que, et c'est des mots extrêmement importants, donc, parce que les juges, ils regardent la forme est importante, on a beau nous dire l'inverse, la forme est importante, donc voilà, j'ai reproduit, j'ai expliqué tout ça, donc JAF, délibéré du JAF, monsieur, je vais ordonner une enquête sociale, et dans l'intervalle, vous restez dans votre lieu neutre, là, parce que vous y êtes bien, hein. Je lui avais dit que c'était très compliqué, que j'avais pas de chaise haute, que l'enfant était par terre, etc.
que la mère avait un comportement qui n'était pas le bon et qu'il avait qu'à demander aux gens de l'association qui seraient au courant. Moi, dans le même temps, j'étais en train de monter ma boîte et j'avais une petite boutique en fait. J'étais rémouleur, donc affûteur, de couteaux et une coutellerie. Il se trouve du coup que donc je venais de monter mon business et j'étais obligé de fermer un samedi sur deux. Vous imaginez bien, c'est un peu le jour où on travaille normalement. Donc j'ai expliqué ça au juge, mais bon, rien n'y a fait. Donc il a ordonné une enquête sociale. L'enquêtrice a changé une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et puis à moins d'un mois de l'audience qui était programmée après l'enquête sociale, j'avais toujours pas vu d'enquêtrice sociale. Donc mon avocat était, parce que cette fois j'avais pris un avocat pour la deuxième audience. Mon avocat a été obligé de relancer en disant bon, elle vient ou elle vient pas. Et finalement, bon, elle est venue. Ça a été expédié, mais expédié. C'est-à-dire que vraiment, le rapport était truffé de fautes, d'erreurs. J'avais donné des numéros, elle n'avait pas pris les bons. Sur son rapport, elle dit bon, les gens répondent pas au numéro pas attribué, plutôt que m'appeler et me dire j'arrive pas à les joindre. Non. Mes parents avaient dit, parce qu'elle avait posé la question à mes parents habitent vraiment pas loin de chez moi, à 300 mètres. Elle avait posé à mes parents la question, est-ce que si jamais votre fils peut pas garder son enfant, est-ce que vous pouvez être relais? Mes parents avaient dit évidemment. Ça s'est transformé en les parents sont prêts à accueillir l'enfant chez eux. Et donc bilan de ce deuxième JAF, on va dire ce JAF et demi, à la suite de la conclusion de l'enquête. La conclusion de l'enquête était à charge contre moi, mais vraiment. Mais les conclusions de cette enquête étaient qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que je reçoive mon enfant chez moi un week-end sur deux, et avec des vacances progressives. Le juge en a décidé autrement. J'ai eu droit donc à un week-end. À l'époque, c'était un 3, enfin un 3-5. Je sais pas pour ceux qui ont connu. Donc le premier week-end et le troisième week-end du mois. Moi, j'ai pas eu le cinquième. Voilà. C'était 1 et 3. Du samedi 11h au lundi 16h. Et le jugement spécifique, c'était un jugement de l'embrouille de folie, quoi. Il a fallu que qu'on le relise avec mon avocat 50 fois parce qu'on n'a rien compris au début, enfin c'était compliqué. Donc du samedi 11h au lundi 16h, ramené au dimanche 18h quand la petite serait scolarisée, j'ai eu droit aux vacances progressives, donc première vacance 1 jour, deuxième vacance 2 jours, etc. Par contre, à l'issue du délibéré, puisqu'il s'est servi du fait que j'étais en lieu médiatisé, donc il est parti du principe que je connaissais pas mon enfant, sachant que c'était lui qui m'y avait mis pendant 6 mois le temps de l'enquête sociale. Et donc il est parti de ce principe-là, il s'est auto-alimenté en fait pour dire bon voilà, puisque tu ne connais pas ton enfant, pendant les 2 prochains mois, tu vas voir ton enfant chez sa mère 2 dimanches par mois, de 10h à 17h. Pour apprendre à voir comment évolue l'enfant dans son milieu naturel, si je puis dire, comme un animal. Donc vous imaginez bien que c'était génial, puisqu'on venait de passer 1 an sans se croiser, puisque le lieu médiatisé nous empêche de nous croiser, du moins normalement. Et le juge ne trouve rien d'autre à faire après que de dire monsieur, vous allez aller chez elle pendant 7 heures. Vous allez voir, ça va être bien cool. Et vous allez voir votre enfant, comment il fonctionne chez madame, parce que chez madame, c'est quand même important. J'ai eu droit à un petit paragraphe aussi qui me disait « Monsieur doit comprendre les inquiétudes légitimes de la maman, etc. » Bon, bref. Donc, voilà, comme tous, je sors de ce premier délibéré complètement dévasté. Mais bon, voilà. La mère ne s'était pas opposée à la venue de mes parents pour m'accompagner pendant ces dimanches. Évidemment, sur ces 4 dimanches, pendant les 2 mois, je n'ai pas eu accès à la maison. Je me suis pointé avec les parents et on s'est fait agresser par la voisine qui a sorti sa tablette, un truc surréaliste, qui a sorti sa tablette en disant « Vous êtes des fous !» Je sais pas quoi. Elle a commencé à attaquer mon père. Voilà, et la mère de ma fille, donc
m'a dit, bah toi, je veux bien que tu rentres, mais pas tes parents. Alors que sur le jugement, c'était noté noir sur blanc qu'elle acceptait de recevoir mes parents. Donc voilà, chantage. Donc bah, évidemment, je venais avec mes parents à 70 bornes de chez nous. J'allais pas dire à mes parents, bah, vous venez me récupérer à 17h et vous vous retapez le retour et puis vous revenez dans l'autre sens et puis vous me récupérez. Donc j'ai dit, bah non, voilà, tant pis. Peut-être que j'ai été idiot, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai pas souhaité faire ce choix entre mes parents et mon enfant. Euh, je fais encore un petit aparté. C'est un truc dont on parle pas souvent quand on parle de parents séparés dans des conflits. Euh, le problème de ce genre de conflit, c'est que ça ne nous touche pas que nous. Ça touche aussi notre famille proche. Moi, j'ai pas de frère, pas de sœur, mais j'ai des parents. Mes parents comprennent pas. Ils comprennent pas du tout. Ils me connaissent. Ils savent qui je suis, que je suis pas une mauvaise personne. Peut-être pas le meilleur du monde, mais je suis pas une mauvaise personne. Et ils comprennent pas. Et ils ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, ça va faire 6 ans. Ils comprennent toujours pas. Ils comprennent toujours pas. Ils comprennent pas pourquoi la justice est comme ça. Ils comprennent pas pourquoi ils doivent eux aussi subir tout ça, parce que du coup ils sont handicapés aussi pour voir leur petite fille. Donc ils en sont privés au même titre que moi. Donc ils comprennent pas tout ça. Donc on pense pas souvent au ricochet familial, et on pense pas souvent. Je pense que tous les pères que vous êtes et les mères aussi que vous êtes, qui êtes dans cette situation, on comprend. Les gens ne comprennent pas non plus dans quelle situation nous on est, parce qu'on est pris entre l'enclume et le marteau. Évidemment, on veut voir nos enfants, on les aime de tout notre cœur, mais on veut que nos enfants voient leurs grands-parents aussi, parce que c'est ça aussi le socle. C'est aussi les grands-parents. Les grands-parents se comportent pas de la même manière que les parents, et les grands-parents veulent comprendre. Alors il faut essayer et parfois c'est dramatique. Enfin, c'est des crises. Et il faut gérer ces crises-là, parce que moi, personnellement, en tout cas, je suis régulièrement obligé de tempérer mes parents pour dire, détendez-vous, ça va, c'est pas grave, tout va bien, enfin, on va y arriver, tout va très bien. Puis, et vous mettez pas dans cet état-là. Mais moi-même, j'en suis la victime. Donc je suis obligé de consoler et de faire attention psychologiquement à mes parents, alors que moi-même déjà je suis quasiment au bout du rouleau parfois, et c'est un peu, on pense pas souvent à toute cette charge mentale que ça représente, et honnêtement, pour tous ceux qui sont arrivés jusque là de cette vidéo, je vous dis à tous et toutes, chapeau quoi. Franchement, vous êtes des athlètes du cerveau. Franchement, vous êtes les meilleurs du monde. Personne ne peut comprendre à quel point cette charge mentale est présente au quotidien. Moi, j'arrive à faire abstraction, etc. Mais c'est là quand même. Et franchement, à tous et toutes, je voudrais vous dire bravo, quoi. Vous êtes des champions. Franchement, si vous en êtes là à regarder cette vidéo et à vous dire que vous avez survécu, et que c'est compliqué, mais tous ces problèmes sont un peu derrière vous, je vous dis bravo, vous êtes super fort, il n'y a plus rien qui peut vous atteindre, parce que c'est extrêmement difficile. Personne ne peut concevoir à quel point c'est extrêmement difficile, à part vous, qui l'avez vécu. Bref, fin de l'aparté. Donc du coup, voilà, ma fille, j'ai pas pu la voir sur ces 2 dimanches, j'ai enfin pu la voir, donc alors, avec ce juge, donc du samedi matin 11h au lundi 16h, il partage les trajets. Cool! C'est à la maman de me l'amener, le truc improbable, c'est à la maman de me l'amener le samedi à 11h, et c'est à moi de la ramener le lundi 16h. Évidemment, sa mère n'arrive jamais à 11h, parfois elle n'arrive jamais. Elle vient jamais à ma porte. Elle me la remet sur un parking au bout de la ville, quelle que soit la météo. Elle ne lui parle que tchèque, pas du tout français, jamais. Du coup, je me retrouve avec une jeune enfant, 2 ans et demi, qui ne comprend pas un traître mot de ce que je peux lui dire, qui, dès qu'elle me voit, elle est dans
sur ce parking, dans cette voiture. Dès qu'elle m'aperçoit, elle sourit, elle est mignonne, quoi. Dès qu'elle me voit, elle pleure, et elle pleure tout le week-end, jusqu'à ce que je la ramène. Impossible donc de communiquer avec elle. Elle ne parle pas. Elle ne parle jamais. Et elle ne fait que pleurer. Et là, c'est extrêmement difficile, parce que ça dure des mois, et ça dure encore des mois, des mois, des mois, des mois. Sa mère, évidemment, à chaque fois qu'elle me la remet, elle la prend dans ses bras, elle lui parle en tchèque, et elle ne la lâche pas, m'obligeant moi, à chaque fois, à venir l'arracher à ses bras, parce que je ne vais pas rester sur ce parking pendant 20 minutes, et parce qu'une séparation qui dure 1000 ans, c'est encore moins facile. Donc elle me met dans la position de la personne qui arrache cet enfant à sa maman, qui ne connaît qu'elle. Du coup, c'est extrêmement compliqué. Je vous avoue que j'ai passé toute cette période à me poser beaucoup de questions. Mais vraiment, et vraiment, je ne sais pas vous, moi je suis passé par toutes les couleurs du spectre. J'ai eu envie d'en finir avec ma vie. J'ai eu envie d'en finir avec la vie de la mère de ma fille. J'en étais à imaginer monter un commando pour aller l'éliminer de cette terre. J'ai eu envie de disparaître, de partir, de tout jeter à la poubelle et de dire qu'ils allaient tous se faire foutre. J'ai eu des moments de bonheur intense. Je suis passé par toutes les couleurs. C'était très très difficile, je ne savais pas quoi faire, j'en étais arrivé à un point où c'était devenu extrêmement dur, pénible à vivre, parce que avoir son enfant c'est bien, avoir son enfant dans des conditions pareilles c'est extrêmement difficile, ne pas pouvoir communiquer avec elle, jamais, pendant des mois, pendant 1 an quasiment. C'est pénible. Quand elle pleure, je ne sais pas pourquoi elle pleure, je ne sais pas si elle a mal au ventre, si elle a quelque chose qui ne va pas, je ne sais rien du tout, je ne peux rien savoir. Évidemment, la mère me la donne avec aucune information, pas de carnet de santé, pas de rien, pas d'infos. Voilà ton paquet, prends-le pendant le week-end et je le récupérerai, tu me le ramèneras le lundi soir. C'était très compliqué, mais c'est du passé. Du coup, j'ai donc là, je crois que c'est de 2 ans qui se passe un truc comme ça. Ma fille rentre à l'école. Du coup, les choses changent. Ma fille rentre à l'école. Du coup, elle parle français. Du coup, ça se passe mieux. Avant l'école, déjà, ça commençait à se passer mieux parce que ma fille était chez une nounou. La nounou, j'ai réussi à prendre contact avec elle, j'ai fait l'inspecteur gadget, j'ai réussi à choper son numéro et je suis allé au bluff, je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je suis le papa, machin truc, je sais que vous n'avez pas forcément à parler avec moi, mais bon, voilà, je suis là, j'existe, sachez-le, s'il y a un problème, appelez-moi, etc. Et cette personne, vraiment cool, quoi, on rentre en contact, on se met sur WhatsApp, elle m'envoie des photos, elle m'envoie des vidéos. Moi, je peux faire des vidéos, lui envoyer, elle les montre à ma fille. Du coup, c'est cool parce que je peux enfin raccrocher les wagons. Cette nounou me tient au courant de choses. Sans elle, j'aurais pas été au courant. Et du coup, sachant tout plein de trucs, à savoir la petite qui a une otite, mais qu'on n'emmène pas chez le médecin, qui est pas à l'école 1 jour sur 2, des trucs comme ça. Du coup, je décide de retourner devant le juge, cette fois-ci accompagné d'un avocat. Je vais devant ce juge, donc j'avais accumulé... Ah oui, parce qu'entre-temps... excusez-moi, je perds des fois le fil. Entre-temps, la mère, donc première année de maternelle, petite section, peut-être 6 mois plus tard, la mère décide de déménager. Elle déménage pas loin, elle va à 10 bornes de là ou 20 bornes de là, dans un bled encore plus petit, de 400 pélos. Et bien sûr, elle change la petite d'école. Donc, moi, je la prends par la nounou, parce que la nounou l'est un peu mauvaise, puisque sa mère la prévient en disant dans 15 jours, c'est terminé. La nounou qui l'a gardée depuis bébé.
Donc elle est un peu mauvaise, sachant que la mère avait oublié de la payer de temps en temps, des choses comme ça. Donc voilà, la nounou n'était pas très contente. Donc elle me prévient, coup de bol. Du coup, j'appelle la première école et je leur dis c'est quoi? Il y a un déménagement? Elle me dit bah oui, parce que bien sûr l'école m'a pas prévenu, hein, puisque la loi est tellement bien faite que mon accord est réputé comme acquis tant que je ne m'y oppose pas, puisque c'est un acte dit usuel, donc la mère peut faire ce qu'elle veut. Si j'ai pas exprimé mon désaccord, on va dire de manière officielle, mon accord est réputé comme acquis. Donc j'apprends ça, vite, je me documente sur internet, je fais un courrier recommandé à l'école en disant bah voilà, moi je m'oppose à ce changement d'école. L'école me dit on en prend acte, sauf que ça c'est la loi familiale, mais il y a la loi de l'éducation nationale qui dit que aucune école ne peut refuser de prendre un élève. Donc l'autre école ne peut refuser de prendre ma fille à l'école. Par contre, vu que je m'y suis opposé, elle ne peut pas l'inscrire. Voilà. C'est le seul truc que mon opposition a fait, c'est de faire en sorte que ma fille n'était pas inscrite dans cette école, mais elle y était, point barre. Donc changement d'école, changement de résidence. Bien sûr, elle ne m'a pas prévenu qu'elle déménageait, au mépris là aussi de la loi, puisque le parent qui déménage doit prévenir l'autre de son déménagement, et de manière officielle. Le mieux, c'est quand même, d'ailleurs je vous le dis, hein, si vous déménagez, pensez à envoyer une lettre recommandée à votre ex, parce que sinon elle peut vous tomber sur le paletot. C'est un délit pénal qui peut être puni très fortement. Et autant elle a rien eu, autant vous, papa, ça va vous tomber dessus. Parce que vous, si vous faites une erreur, ça va vous tomber dessus. Bref, elle déménage, je suis pas content, machin truc, juge. Allez, je dis j'y retourne, c'est bon, j'ai accumulé 2 ans de preuves, j'ai des copies de textos de la nounou qui sont accablants, j'ai des preuves de plein de choses, en fait, des photos, des attestations de gens que j'avais réussi à glaner pour venir témoigner, etc. Donc je me pointe avec un putain de dossier épais comme un bottin. Bah ça sert à rien. La preuve, je suis là. Ça sert à rien. Comme il dit un peu partout, le juge fait son affaire en 10 minutes. Je pense même pas qu'il revient sur les dossiers derrière. Je pense même pas qu'il regarde quoi que ce soit. Bref, on arrive devant l'audience. Donc moi, je prends une avocate. L'avocate, très bonne conseillère, me dit attention, prévenez madame, et prévenez madame par huissier de justice, parce que si vous lui envoyez une simple lettre recommandée qu'elle ne va pas la chercher, le juge va renvoyer l'audience en disant bah, madame n'a pas été prévenue, en tout cas elle n'a pas été chercher sa lettre, donc on peut considérer qu'elle n'a pas été prévenue, donc je repousse l'audience. Donc, revoilà 90 balles d'huissier pour prévenir madame, et madame ne vient pas le jour du jugement. Donc moi j'expose tous mes trucs. Il se trouve que je me suis retrouvé en audience avec un apprenti JAF. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi j'avais un apprenti JAF avec une JAF confirmée derrière et le greffier. Donc on était tout seul avec mon avocate à nous exprimer. Mon avocate, plutôt extrêmement prudente, en temps normal, en sortant, me dit bah, monsieur là, elle n'est pas venue, vous avez des tas de preuves. Ça risque d'être plutôt cool pour vous. Elle me dit, voilà, d'habitude, j'ai tendance à... Les affaires familiales étant ce qu'elles sont, il n'y a pas de pronostic à poser, mais elle me dit là, quand même, le délibéré tombe, et ben non, je me retrouve en fait avec un DVH normal, donc un week-end sur 2, la moitié des vacances, avec les trajets toujours partagés, donc... mais cette fois-ci, à l'inverse, c'est moi qui vais chercher l'enfant à l'école, évidemment, parce que sinon je vois jamais l'école. Donc c'est moi qui vais chercher l'enfant à l'école, c'est sa mère qui vient la chercher le dimanche. Et j'ai eu droit au mercredi, un mercredi sur 2. Donc, déçu quand même, parce que je me dis merde, elle vient pas, j'ai des preuves et tout, mais je me retrouve quand même avec un DVH élargi, comme ils disent, élargi d'un mercredi sur 2, super quand on habite à 70 bornes et qu'on a une boutique. Donc du coup, je me pointe, je fais quand même le job, et puis arrive ce qui vous arrive à tous, le Covid et tout le machin. Moi, je ferme boutique, liquidation judiciaire, parce que évidemment,
quand on affûte des couteaux, on bosse essentiellement pour les restos, et quand les restos ferment tous, on n'a plus de business. Donc je ferme, et je me laisse pas aller, c'est-à-dire je ferme et je trouve direct une formation, mais dans la grande ville d'à côté. Donc je peux plus, le temps de cette formation, je peux plus assumer les mercredis. Donc largement à l'avance, j'envoie un courrier à la maman pour dire temporairement, de telle date à telle date, je ne pourrai plus assumer les mercredis parce que je suis en formation, parce que ma société est en liquidation et je me reforme, je passe un diplôme pour ensuite trouver du taf plus facilement. Je pensais jusque-là que c'était assez clair et que c'était pas complètement fou de renoncer à une partie de son DVH, enfin en tout cas un DVH élargi, parce que j'ai pas renoncé au week-end et ni aux vacances, juste au mercredi. Pour une raison purement professionnelle et personnelle, enfin pour augmenter mon quotidien, surtout dans une période difficile. Ça c'était donc avant le jugement, c'était juste après le jugement, pardon. Et évidemment, madame se pourvoit en appel avec une avocate. Donc Cédric m'a dit de ne pas citer de ville, mais je vais quand même en citer une. C'est la cour d'appel de Nîmes, qui sont pro-maman, très clairement, mais très clairement. Je me pointe donc à l'appel à Nîmes, madame n'est pas là, il n'y a que son avocate. Je rappelle les circonstances, on est en pleine période de Covid, on n'est plus en confinement, mais en pleine période de Covid, tous les clubs sportifs, tout ça sont fermés. Madame n'est pas là et son avocate argue à la juge que madame n'est pas là parce que la petite est à la danse, et donc elle ne pouvait pas venir parce que c'était un mercredi. Il n'y avait pas de cours de danse. Les cours de danse étaient fermés. C'était un gros mensonge. Rien n'y a fait. Pendant l'appel, j'ai clairement compris tout de suite, enfin j'ai même pas, ça n'a pas mis 1000 ans, j'ai compris tout de suite que l'affaire était pliée. Pas d'espoir de rien. Enfin, je savais que l'affaire était pliée. En sortant, je savais que je me faisais laminer. Et je me suis fait laminer, c'est-à-dire que le délibéré de la cour d'appel a été, j'ai été condamné, parce que, comme l'a dit un autre papa, je prends ça vraiment pour une condamnation. Jusque-là, on partageait toujours les trajets, donc ça faisait 4 ans et demi qu'on partageait les trajets. Là, j'ai été condamné à faire tous les trajets moi, alors que quand même, j'arrivais en disant que madame arrivait tous les dimanches avec 1 heure de retard quand c'était sa fille. Enfin, c'était que des trucs terribles, quoi, où elle me l'a pas présenté pour la fête des pères, ou des trucs comme ça, enfin bon, bref, tout le temps. Ça n'a pas joué, donc c'est elle qui arrive en retard, mais c'est elle, du coup, qui obtient les week-ends, qui obtient les trajets. Donc je suis amené maintenant à faire tous les trajets. On me retire le mercredi, parce que on me dit que j'assume pas. Donc, comme j'ai pas assumé les mercredis, on me les retire. J'ai eu beau dire, mais moi j'étais en formation, une fois la formation terminée, d'ailleurs j'ai trouvé un taf 2 jours après la fin de la formation, ça n'a pas joué, rien à foutre, donc on me retire le mercredi, et on me met toujours pas de pension, parce qu'à l'époque, je venais de retrouver un taf, donc j'avais pas d'argent, en fait, vraiment encore, j'avais même pas eu ma première paye. Du coup, pas de pension. En tout cas, ça n'avait pas été demandé. Donc, je pense que si elle avait demandé 800 balles, elle l'aurait eu. Mais comme elle n'a pas demandé, on lui a rien accordé. Les grandes vacances étaient partagées par 2 semaines. Parce que moi, je voulais pas que ce soit un mois, parce que la petite est trop petite. C'est compliqué à 4-5 ans de passer 1 mois chez l'un, puis 1 mois chez l'autre, à part... honnêtement, éloignement assez grand, parce que c'est sûr que quand il y a 1000 km d'écart, on va pas faire 15 jours, c'est compliqué, on va pas payer 50 billets d'avion, faut rester intelligent. Mais moi, dans mon cas, on est à 70 bornes, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. On n'a pas pour une demi-journée à faire le voyage, on en a pour 1h15, et puis c'est tout. Donc voilà, je trouvais qu'un mois c'était trop, donc je préférais faire par 15 jours. Le juge me l'avait accordé, parce que c'était comme ça déjà depuis le début. La cour d'appel l'a supprimé en faisant un mois à la demande de la maman, parce que la maman a argué vouloir passer 1 mois en République tchèque chaque année, chaque été, et que c'était le seul moyen de voir ses grands-parents, donc il lui fallait 1 mois.
j'étais extrêmement désappointé parce que je pensais que c'était l'intérêt de l'enfant qui primait et pas l'intérêt des grands-parents, ni l'intérêt de la famille. Mais visiblement, c'est ça qui compte. Et donc, un mois, ça n'a pas loupé. Hein. Première vacances d'été, donc l'année dernière, la petite, donc moi j'avais le mois d'août, je récupère la petite sur un parking à 22h30 parce qu'évidemment sa mère revient de République tchèque le jour même où je dois la récupérer. Fin juillet, donc plein chassé-croisé. Donc évidemment, au lieu de 18h, ça s'est transformé en 19h, puis 20h, puis 21h, puis 22h30. Je donne rendez-vous sur un parking où j'envoie l'adresse par SMS d'un Burger King parce que je savais que la petite n'aurait pas mangé. Évidemment, la mère arrive. Donc elle répond à mes SMS jusqu'à ce qu'elle arrive où là elle me téléphone parce que comme ça il n'y a pas de trace, c'est plus facile pour me dire qu'elle m'attend sur un parking de l'autre côté de la ville. Une ville que je connais pas, hein, donc elle me dit je suis sur le parking machin truc, elle me donne le nom, mais je lui dis je sais pas où c'est où, elle me dit débrouille-toi, t'as qu'à trouver quelqu'un, moi on est crevé, voilà, on a fait la route, débrouille-toi quoi. Et elle raccroche. Et à moi de me démerder pour arriver, parce que j'avais demandé sur un parking, parce que chez elle ça me rajoutait un quart d'heure de route. Et donc une demi-heure aller-retour. Donc on coupait la poire en deux, elle arrivait par là de façon par l'autoroute. Donc je réussis quand même à trouver le parking entre-temps, parce que heureusement sur le parking de Burger King, je demande à des gens, et ils me disent où c'est. Je file à toute vitesse, évidemment entre-temps, j'ai mis 5 minutes pour y aller, mais entre-temps je reçois un SMS, finalement on retourne à la maison, tu nous retrouveras là-bas, et il a fallu que je réponde, non, je suis en train d'arriver, machin, bon bref, j'arrive. J'arrive pour récupérer l'enfant, évidemment l'enfant est en visioconférence avec sa grand-mère. Sa mère me voit, elle lui prend le téléphone, elle raccroche, que fait l'enfant? En pleurs, évidemment. Si vous lui prenez le téléphone, elle est en train de discuter, vous lui prenez, vous raccrochez, elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Donc je suis passablement déjà énervé d'avoir attendu tout l'après-midi jusqu'à 22h30. Passablement énervé que le lieu de rendez-vous auquel elle avait répondu par l'affirmative change au dernier moment. Et passablement énervé que la petite se mette à pleurer d'un coup. Parce que sa mère lui retire le truc. Elle me passe la gamine comme un paquet, bien sûr, pas d'affaires, rien du tout. J'ai jamais d'affaires, jamais rien. Ni même pour les week-ends, ni pour les vacances, ni jamais rien. Pas de carnet de santé, que dalle. Et prends ta gamine et casse-toi. Et pas un mot, évidemment, pas d'échange, pas de qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois, rien, parce que pendant un mois, j'ai pas eu de nouvelles non plus. Enfin si, j'ai eu le droit de l'appeler pour son anniversaire, mais c'est tout. Et encore, parce que moi, j'avais prévenu un mois à l'avance en envoyant un mail, début juin, pour dire j'appellerai ma fille le jour de son anniversaire à 17h, parce que je travaillais ce jour-là. Donc je dis à 17h, je l'appelle. Et j'ai appelé à 17h le jour même. Évidemment, il a fallu que j'appelle une dizaine de fois avant que ça réponde. Quand ça répond, j'ai ma fille devant moi, donc je lui souhaite un bon anniversaire, machin. Ça dure 5 minutes et elle me dit « Désolé papa, faut que je te laisse. On fait les cadeaux et le gâteau d'anniversaire. » Comme par hasard, à 17h, le jour où je dois appeler, alors qu'elles le savent depuis un mois. Donc voilà, ça a duré 5 minutes. Et c'est tout. Faut savoir que j'ai jamais de nouvelles entre deux week-ends. Alors moi j'ai très peu de NRE, j'en ai eu qu'une jusqu'à présent, j'en ai pas d'autres. Par contre j'ai pas de nouvelles entre les deux, quoi, pour que je peux aller me faire foutre. Du coup je récupère la petite sur le parking, elle pleure tout le trajet, pas cool. On rentre, machin, on va se coucher. Le lendemain je la vois qui se gratte la tête et tout. En fait, elle avait la tête Cafi de poux, mais Cafi de chez Cafi, c'est-à-dire qu'on va chez le docteur 2 jours après, le temps d'avoir un rendez-vous. Le docteur hallucine, il dit c'est une culture à poux, quoi. Donc il vous faut un produit super détergent, le Pouxit, pour ceux qui connaissent, qui normalement fait disparaître les poux en une application. Là, il en a fallu 2. La petite me dit qu'elle a eu une otite, qu'elle a saigné de l'oreille, mais qu'elle n'a pas du tout été voir le docteur. Qu'on l'a soigné, j'en rigole mais c'est pas très drôle, qu'on l'a soigné avec une application d'un sachet de lavande sur l'oreille, et que du coup elle entend moins bien, qui a été confirmée par le docteur qui lui a examiné l'oreille en disant bon vous inquiétez pas, ça s'est bien cicatrisé, mais bon elle a dû souffrir, ce que la petite a confirmé.
Donc là, la moutarde me montonnait encore une fois. Évidemment, je suis très très énervé. Donc je décide d'aller voir les services sociaux ici, dans ma ville, parce que je vais pas courir dans la sienne. Donc j'y vais, je remue tout le monde là-dedans. Et on me dit, ah ouais, mais machin, je sais pas quoi. Je dis, j'en ai rien à cirer. Je fais tout un truc, tout un scandale. Finalement, l'assistante sociale qui me reçoit me dit, bah bougez pas, vous tombez bien. Ma collègue est revenue de vacances hier. Je peux pas vous recevoir toute seule parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut qu'on soit au moins deux. Parce que comme ça, au moins, ça je peux le comprendre. Au moins, comme ça, il n'y a pas de ma version contre sa version. On est trois et il peut pas y avoir trop d'embrouilles. Donc elles me reçoivent toutes les deux. J'avais quand même préparé un putain de papier, une feuille A4 recto verso. J'avais pas rédigé entièrement, mais juste mis des points, tous les points qui allaient pas. Je l'ai jeté sur un coup de vénère la veille au soir. Je viens avec ma feuille, je raconte ça et tout, un petit peu en mode vénère. Elles notent tout et elles me disent, m'expliquent clairement que elles vont transmettre en fait aux services sociaux de l'autre côté, mais que bon, c'est pas elles qui décident en fait, mais qu'elles jugent mon truc recevable, mais que c'est pas elles qui vont décider. Vous vous en doutez bien, ça a été oublié. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de réponse, jamais à ce truc-là. C'était il y a 1 an. Et j'ai jamais eu de réponse. Faut savoir qu'auparavant, j'avais déjà appelé, peut-être 6 mois avant, j'avais déjà appelé l'aide à l'enfance en danger, parce qu'un jour, je vais récupérer ma petite à l'école. En repartant, on se fait arrêter sur un rond-point par les flics qui font un contrôle classique de papier. Alors je lui explique pourquoi on se fait arrêter, comme on fait tous, quoi. Voilà, on se fait arrêter, contrôle les papiers, des fois qu'on est volé une voiture ou je sais pas quoi. Et elle me dit, la petite me répond, bah, ouais, je connais. Moi, j'ai déjà fait un tour en voiture de police. Alors, je suis un peu étonné. Je lui dis, bah comment ça, un tour en voiture de police? Elle me dit, bah oui. Maman m'a abandonné dans les bois, du coup je me suis retrouvé toute seule, j'ai été retrouvé par un cycliste, et ce cycliste avait un téléphone et a appelé la police qui sont venus me récupérer et qui m'ont ramené jusqu'à maman, quoi. Et là j'hallucine complet, quoi. J'hallucine complet, mais bon, je me dis, la petite, voilà, est-ce qu'elle est pas un peu partie en délire ou quoi, j'en sais rien. Bon, on va attendre un peu. Je la questionne pas, je suis pas un flic et elle n'est pas en interrogatoire. Donc on continue notre route, on rentre à la maison. Le soir se passe, le lendemain soir, c'était le samedi soir, donc moi je lui lis une histoire tous les soirs avant d'aller se coucher, quand même, voire 2, parce qu'on adore ça, c'est notre petit moment à nous et puis on aime bien ça. Voire on fait une histoire inventée, c'est-à-dire qu'on se raconte n'importe quoi, les trucs qui nous passent par la tête pour faire une histoire. Et donc là, pour avoir un peu le cœur net, je lui propose l'histoire de Hansel et Gretel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire, c'est un conte où il y a 2 gamins qui se font abandonner dans les bois par leurs parents. Enfin, c'est un conte tragique, horrible. Mais c'est un conte quand même. Et qui se termine bien. Et donc, on raconte l'histoire et elle me dit, ah bah oui, c'est comme maman, elle m'a abandonné dans les bois. Elle me ressort la même version. À cette époque, elle avait 4 ans. Elle me ressort la même version. Bon, ok. Je me dis, là, il y a quand même un terreau, quoi. Elle me raconte la même version. À 4 ans, c'est chaud quand même de raconter un mensonge avec la même version tout le temps. À 4 ans, il raconte un peu Porte-Nawak, les versions changent, etc. Ok. Je décide de rien faire sur ce week-end-là. J'attends un peu. Je me dis, je vais attendre que le temps passe pour voir. Je vais la récupérer le week-end suivant, 2 semaines après. Et je ramène ça un peu sur le tapis, tranquillou, l'air de rien. Et elle me raconte encore la même version. Alors là, je me dis, c'est pas possible. Donc j'appelle l'aide à l'enfance en danger. Vaste fumisterie, hein, parce que si votre enfant est en danger, il faut qu'il soit en danger de mort ou en danger physique. Sinon, le reste, voilà. Et puis, donc j'appelle l'aide à l'enfance en danger. Je tombe sur une petite mamie. Première chose qu'elle me dit, c'est, vous savez, votre enfant peut mentir. Je suis obligé de lui rappeler qu'elle devrait savoir que mon enfant peut aussi dire la vérité. Donc s'il y a la moindre chance que la vérité soit sortie de la bouche de cet enfant, même si c'est une chance sur 1000, c'est quand même potentiellement inquiétant, parce que qu'aurait fait cet enfant si elle était tombée, si elle s'était cassée la jambe, si elle s'était perdue dans les bois, je sais rien. Il y avait toutes les raisons du monde que ça se passe mal. Heureusement, il y a eu une fin heureuse, mais il y avait toutes les raisons du monde pour que ça se passe mal. Et puis on fait pas ça. Enfin, je veux dire, on punit pas son enfant à 4 ans en la laissant toute seule dans les bois, qu'elle se mette à péfli grave, quoi.
Donc du coup, voilà, ça a été ma plainte, mon témoignage a été reçu. J'ai reçu 6 mois plus tard un courrier de leur part qui me disent eh bien, nous pensons que c'est une histoire de conflit parental, donc veuillez vous rapprocher soit du JAF, soit d'une association de médiation. Bisous. Donc, bon, je me suis quand même fendu d'un petit mail, parce qu'il y avait une adresse mail dessus, en disant, bah voilà, en leur disant que c'était n'importe quoi, que moi je les contacte pour une punition extrême et qu'ils me répondent que c'est une histoire de conflit parental. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, jamais eu de réponse, évidemment. Sachez aussi que pendant la période où c'était encore la mère qui venait la chercher ici, j'avais aussi porté plainte contre elle pour agression parce que ça se passait mal tous les dimanches soirs. La petite se cachait derrière le canapé et tout. Elle voulait pas repartir avec sa mère. Parce qu'évidemment, sa mère lui fait pas de câlin, pas de bisous, rien. Elle l'accueille comme ça, quoi. Elle la prend comme un paquet. Et donc, la mère arrive un dimanche soir et pareil, elle me sort. Oui, alors je voudrais. Tu vois bien qu'elle veut pas repartir avec moi, donc je voudrais qu'on change. Que maintenant, du coup, c'est toi qui me la ramène le dimanche et moi qui te l'emmène le vendredi. Donc là, pareil, ça m'agace parce que forcément, elle arrive 1 heure après. Déjà, elle devait arriver à 18h, elle arrive à 19h. Pas bonjour, pas rien du tout, pas bisous ma fille, pas câlin ma fille, pas je suis trop content de te voir. Non, c'est direct, je vais voir le père. Ouais, tu vois bien qu'elle veut pas partir avec moi, je voudrais qu'on change. Je lui dis que c'est pas possible, que moi je veux pouvoir contacter l'école. Donc si on fait comme ça, comme elle demande, bah, j'aurai jamais accès à l'école. Moi, je vais pas aller à l'école le dimanche soir. Et puis je le ton montre en fait, où je lui dis mais voilà, déjà tu vois ta fille qui est cachée derrière le canapé. Si elle veut pas partir avec toi, c'est, je sais pas, peut-être à un moment tu devrais aller la voir, lui faire un câlin, un bisou, lui dire je t'aime, j'en sais rien, quoi. Aller vers elle, quoi. Donc, elle y va, et la petite se cache comme ça. Et donc, elle se relève, la mère, en me disant, bah tu vois bien, elle veut pas. Et je lui dis, comment ça, elle veut pas c'est n'importe quoi. Et sa maman, là, qui regarde la petite et qui dit, bon, machine, qu'est-ce que tu préfères? Que ce soit papa qui te ramène le dimanche ou maman qui vienne te chercher le dimanche? Et là, bon, ça en fait qu'un tour. Je dis, mais attends, on est des adultes, tu la mets en conflit de loyauté, elle est devant ses 2 parents. Et toi, tu lui demandes à elle de choisir à 4 ans qui doit t'emmener, pas t'emmener, quoi. Donc, du coup, bah, ça part en cacahuète. Elle vient me provoquer, moi je bouge pas, tu vois. Elle vient mettre sa tête contre ma tête. Je lui dis, bah ouais, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu vas te détendre et tout. Voilà, si tu veux pas être une mère comme il faut, je veux dire, t'as rien à faire là. Et bah, elle me met une grosse tarte dans la gueule devant la petite, qui est complètement tétanisée, choquée au dernier degré. Mon premier réflexe, c'est évidemment de me baisser, d'aller voir ma fille et de lui dire que c'est pas de sa faute, qu'elle a rien fait, qu'elle n'est pas responsable de ça du tout. Pour pas qu'elle se mette en tête que c'est à cause d'elle que je me suis pris une mandale. Et pendant que je fais ça, j'ai la mère derrière qui m'insulte. T'as bien aimé, hein, t'en veux une, je sais pas quoi. Bon, bref, je la mets dehors en ménageant un peu la petite aussi, et puis ciao, bye. Sauf que, comme ça se passait mal, quasiment tous les dimanches soirs, bah, j'avais prévu le coup. Ça faisait plusieurs fois que je planquais mon téléphone derrière la télé, là, et que je lançais la vidéo au moment où elle sonnait. Comme ça, j'enregistrais l'intégralité des échanges parce que, en fait, au départ, c'était pas pour m'en servir contre elle, mais c'était pour me protéger moi, en me disant si jamais ça se passe mal ou quoi, qu'elle m'accuse de violence, j'en sais rien, que je puisse prouver que j'ai rien fait, quoi, que je suis complètement innocent face à des gens manipulateurs, etc. Et quand je vois que sa parole est d'or et que la mienne c'est de la merde, voilà, je comptais me protéger de ça. Donc je filmais chaque retour, et bah, j'avais filmé celui-là. Et donc bah, direct, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis allé porter plainte pour agression. Je vous raconte pas le sketch parce que je vais porter plainte pour agression en plein confinement, le deuxième. Donc bah, j'arrive, le flic me dit mais qu'est-ce que tu fous là en gros, qu'est-ce que tu viens me faire chier en plein confinement, pourquoi t'es pas chez toi? Bah, je lui dis voilà, je suis victime de violence et je me suis fait attaquer chez moi. Le mec il me regarde l'air de dire t'es un mec ou t'es pas un mec, quoi, qu'est-ce que tu viens me faire chier pour une claque, quoi. Et je suis obligé un peu de pas lâcher l'affaire et de m'affirmer, quoi, de lui dire attends, moi j'en ai rien à cirer, tu sais quoi, je pars pas du commissariat tant que tu prends pas ma plainte. Il veut que je fasse une main courante, je lui dis que c'est hors de question, que ce sera une plainte et rien d'autre. Que s'il n'est pas content, c'est pareil. Et que j'ai une vidéo, le mec il commence à me dire bah, vous avez la vidéo sur vous? Bah, j'ai fait ouais, sur le téléphone, je peux vous l'envoyer sur
sur je sais plus quoi là, un truc You machin là, pour stocker les gros fichiers ou lui envoyer d'une manière ou d'une autre par le web. Il me fait non, par le web on fait pas, il me faut une clé USB. Je lui dis j'ai pas de clé USB qui se branche direct sur mon téléphone, tu sais quoi. Vous revenez avec une clé USB. Donc en plein confinement, hein, le mec qui me le reproche juste avant, qui me reçoit comme une porte de prison. Donc je suis obligé de me barrer. Et je vous parle là, il est 11h30 du matin. Le mec il me dit je lui dis vous êtes là j'en ai pour 10 minutes, je fais l'aller-retour, je vais chez moi, je mets la vidéo sur le PC, sur une clé et je reviens quoi. Ouais. Allez, je me casse, je fais ça chez moi, vraiment j'en ai pour 10 minutes, je reviens en marchant dardard, et je retourne au commissariat, paf, vous allez bien imaginer la suite. À l'accueil, on me dit que le mec... donc, je dis je viens voir ce mec-là, je viens rapporter... Le type, il vient de me voir partir, hein, j'ai fait 10 minutes aller-retour. Le type à l'accueil en bas, le brigadier. Je lui dis je suis de retour, je viens avec ma clé USB pour l'officier, machin truc. Ah attendez. Donc il passe derrière le comptoir, il appelle l'officier, il raccroche et il me dit désolé, il est en train de manger, il fait sa pause déjeuner. Donc, je dis à quelle heure je reviens? 14h. Donc je repars, en plein confinement. Hein. Je repars, je reviens à 14h, je lui file la clé USB, il télécharge enfin mon putain de fichier vidéo, et je me rebarre. Donc voilà, en gros, j'ai fait des allers-retours en plein confinement, n'importe quoi. Donc, plainte vraiment mal reçue, hein, comme la plupart d'entre vous. Enfin voilà, il faudrait vraiment que je sois très abîmé ou j'ai pris un coup de couteau pour que peut-être on considère que j'ai été victime de violence. Encore une petite aparté, il y a un gars ici qui est connu, qui dans le cadre de sa séparation aurait soi-disant mis une claque à sa femme. Pas de témoin, rien du tout, c'est elle qui l'affirme. Hein. Il a été déféré immédiatement au parquet et il a pris 2 mois avec sursis. Sans preuve, sans rien. Voilà. Moi j'ai des preuves. Donc, voilà, je pose ma plainte, je me casse. Peut-être une semaine après, j'ai un officier qui m'appelle en me disant on a perdu votre vidéo, est-ce que vous pourriez nous la ramener? Donc, en confinement, hein. Je retourne là-bas avec ma clé USB pour qu'on reprenne ma vidéo. Sachant qu'en arrivant, je donne ma clé USB. Hein, il y avait toutes les photos de moi en train de me prendre une tarte dans la gueule, étalée sur le bureau. Ils n'avaient plus la vidéo. Je sais pas comment ils ont réussi à la paumer. Mais bon, voilà, c'est la police. Et je repars. Donc, la plainte suit son cours. Et un truc genre 6 mois plus tard, je reçois le résultat. La plainte est classée. Non pas sans suite, mais avec un simple rappel à la loi. Donc, en gros... le commissariat a dû appeler madame pour lui dire « Madame, vous avez donné une claque à monsieur devant l'enfant, c'est pas bien, il faudrait pas le refaire. Allez, bisous, portez-vous bien. » Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Je suis dépité, évidemment. Je suis complètement dépité. Je me dis que moi, j'aurais même pas fait la moitié. Je lui aurais donné un coup d'index sur le bout du nez. Moi, c'est les flics qui venaient me chercher certainement à mon boulot. Je me dis que j'aurais eu 4000 hashtags MeToo sur Twitter. Enfin bon, voilà, je suis complètement dépité. Enfin bon, bref, vous voyez la petite histoire. Ça fait quand même un petit bout de temps que je parle. Je suis désolé, je suis très long. Et donc voilà à peu près tout ce qui se passe. Et donc depuis, je suis un peu en conflit permanent. Mais par contre... j'ai décidé de cloisonner, donc moi quand j'ai pas ma fille, c'est le cas là par exemple, je suis rentré du boulot, je l'ai pas ce week-end. Moi j'ai décidé de pas y penser. Je pars du principe que ma fille est bien chez sa mère, du moins je l'espère. En tout cas elle s'en plaint pas, elle me raconte des trucs, mais elle a pas l'air de se porter mal, enfin j'en sais rien. Et puisque j'en sais rien et que j'ai aucun moyen de le savoir parce que personne veut m'écouter, du coup j'ai décidé de pas y penser, comme ça au moins je suis serein. Je me dis j'ai peut-être pas la quantité mais je privilégie la qualité, donc quand j'ai ma fille je suis à elle. Je consacre mon temps à elle. Honnêtement je continue de mener des actions, c'est-à-dire que dernièrement là, au mois de décembre dernier, parce que évidemment la mère est partie tout le mois de décembre en vacances, déscolarisant la petite pendant 2 semaines, l'école considérait que c'était tout à fait normal. Hein. J'ai été obligé de leur rappeler la loi et leur dire que l'instruction était obligatoire. Parce que l'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction oui. Et à partir du moment où on confie l'instruction à une école, l'école devient obligatoire.
J'étais obligé d'insister parce que c'est une petite école de petits bleds, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de délire. Et je les ai menacés, je leur ai dit très clairement, soit vous le signalez à l'académie, soit c'est moi qui le fais. De toute manière, ce sera signalé point final, parce que là, faut arrêter les conneries. Ce qui est assez marrant, c'est que là, je leur demandais les 3 derniers jours du mois de juillet, les 3 premiers jours du mois de juillet, qui sont les 3 derniers jours de l'année scolaire, parce que moi, je l'ai le mois de juillet cette année. Et là, l'école me dit, vous savez, la petite doit être en classe, hein, donc il nous faut l'accord de la maman, il nous faut un mot dans le cahier signé, et exceptionnellement, si on a tout ça, on vous accorde ces 3 derniers jours. 3 derniers jours de grande section de maternelle. Et donc pour moi c'est exceptionnel, mais 2 semaines, 3 jours de fin d'année scolaire, c'est exceptionnel, mais pour la mère, 2 semaines en plein mois de décembre, c'est pas du tout exceptionnel. Et ça se passe comme une lettre à la poste. La réponse du directeur quand je l'ai signalé, il m'a dit « Oui, mais l'année prochaine on laissera pas passer. » Ça fait 3 ans qu'il me dit que l'année prochaine on laissera pas passer. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Les écoles, c'est un peu la misère. Je pense que vous vivez tout ça aussi. Ils en ont rien à foutre, ils m'envoient rien. Ils m'écrivent des mots dans le cahier. La dernière fois que j'ai eu le cahier là, de liaison, la maîtresse me dit de signer un mot d'une autorisation de sortie qui datait de la veille. J'ai dit, est-ce que je dois vraiment signer ce mot là? C'est complètement stupide. Mais si je le signe pas, là on me rappelle à l'ordre en me disant monsieur, vous n'avez pas signé. Enfin bon, c'est complètement stupide. J'ai décidé aussi d'en avoir plus rien à foutre. Maintenant, je leur casse les couilles et puis c'est tout. Alors excusez-moi, je vais avoir du langage fleuri là encore une fois maintenant. Donc maintenant, voilà, j'ai décidé d'en avoir rien à faire quand j'ai pas mon enfant, mais je garde un œil quand même dessus. Et s'il y a un truc que j'ai décidé, c'est de pas m'énerver, mais par contre de casser les couilles à tout le monde. Donc je casse les couilles. J'écris parce que déjà ça me libère, que ça me coûte pas cher, ça me coûte une enveloppe, un timbre. Et j'écris à tout le monde. Donc ma dernière œuvre, c'était au mois de décembre. J'ai écrit un courrier de 9 pages au procureur de la République du bled où elle habite, pour lui décrire tout ce qui allait pas. Je lui ai dit voilà, moi, j'arrête pas de faire des choses, tout le monde s'en bat les doigts. J'ai décrit tout ce qu'elle faisait et tout ce que la petite me raconte. Elle dit tout le monde s'en fout. J'ai prévenu et j'ai marqué les noms de tous ceux que j'avais été voir, les assistantes sociales et tout. J'ai marqué les noms à tout le monde. J'ai dit moi je m'en fous, je balance. Et du coup, le procureur a ordonné une enquête sociale et une enquête de police pour information préoccupante. Donc je pense encore une fois à Claude, s'il est encore là et qui m'a suivi jusque-là, qui lui en a été la victime, moi j'ai été le déclencheur. Sauf que c'était assez marrant parce que moi j'ai demandé aux assistantes sociales de venir chez moi pour qu'elles voient comment c'était ici, comment ça se passe, parce que moi je signalais que la petite n'avait pas de chambre chez sa maman, qu'elle partageait le même lit et la même chambre. C'était extrêmement dur pour moi parce que moi ici elle a une chambre et elle veut pas dormir toute seule. Et que comme du coup elle dort dans le lit avec sa mère, du coup sa mère lui met des couches parce qu'elle veut pas être emmerdée à se réveiller dans le pipi. Et du coup moi je suis obligé de me tartiner des couches parce que la petite elle est pas propre à 6 ans. Donc c'est un peu compliqué. Et donc du coup l'enquête sociale c'est une vaste farce aussi. Mais j'en ai rien à foutre, je leur ai gueulé dessus. Mais gentiment, attention, je suis pas. Moi, je suis le genre un peu chiant, qui gueule et qui monte le ton, mais qui n'insulte pas. Et qui, je pense, a un peu de culture et se laisse pas faire. Moi, j'aime bien les débats et j'aime bien casser les couilles et j'aime bien aller au bout de mes arguments et j'aime bien péter ceux des autres qui sont tout bancals. Et donc, du coup, forcément, elles vont chez elles la préviennent à l'avance. Donc, quand elles arrivent, il y a une chambre toute neuve, un lit tout neuf. Le lit de maman est bizarrement passé dans le salon. La chambre est devenue la chambre de l'enfant, avec des peluches partout. Voilà, les assistantes sociales me disent, mais si, c'est une vraie chambre d'enfant. Il y a des peluches partout, il y a plein de trucs au mur. Il y a un lit pour la petite. Je dis, mais bien sûr. Demander la facture, elle doit dater de 3 jours avant. Parce que quand on est prévenu un mois à l'avance, forcément. Forcément, la mère a préparé la petite à ça. À peine elle a été prévenue qu'il y avait une enquête sociale en cours, que la petite s'en est ouverte à moi, qu'elle a directement dit à la petite, tu sais, il y a 2 méchantes dames là qui vont venir écouter maman. Maman a beaucoup d'ennuis. C'est pas top, forcément. Donc du coup, la petite n'a pas décroché un mot aux assistantes sociales, puisque pour elle, c'était 2 méchantes dames qui allaient faire du mal à sa mère. Mais
pareil, pendant l'enquête sociale, moi, à chaque fois que j'avais la petite qui me racontait tous ces trucs, parce que j'arrive à la faire parler puis qu'elle parle volontairement, parce que en fait moi je parle de ma vie, donc elle me parle de la sienne, et puis que j'essaie d'instaurer ça ici, que le dialogue est libre. Excusez-moi, je me fais du club. Et donc du coup elle me raconte tout, la petite. Et donc voilà, chaque week-end j'écris un mail aux assistantes sociales pour leur dire bah voilà, la petite m'a dit ça, la petite m'a dit ça. En gros je me couvre aussi, on pourra pas me dire que j'ai rien dit. Et à chaque fois, je me couvre, j'écris à tout le monde, j'envoie des mails, j'envoie des courriers. Comme ça, on peut pas dire que j'ai pas prévenu et que j'ai pas fait mon taf et que personne n'était au courant. Et du coup, je garde les noms et à chaque fois, je balance les noms. Et je dis, voilà, moi, je l'ai dit à un tel jour, telle heure, basta. Ça a été répondu ça, ou pas ça, ou ça n'a pas été répondu du tout. M'en bats les couilles. Moi, je vous ai dit les trucs, vous en avez rien à foutre, c'est pas mon problème. Moi, je vous ai prévenu, je vous ai mis dans la boucle. Après, démerdez-vous. Et du coup, bah voilà, j'ai eu le rapport d'enquête sociale où, en gros, je l'ai pas eu encore le rapport, mais on m'a convoqué. Alors, excusez-moi, je vais changer le mot parce que convoquer, je déteste ce mot. On me convoque pas, on m'invite à venir parce que c'est pas la même chose dans la tête. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on convoque. Je fais ce que je veux dans la vie. Par contre, on m'invite à venir et je décide de venir ou non. Et donc, elle m'invite à venir, ce que j'accepte, puisque de toute façon, j'allais chercher la petite à l'école et que c'était sur le trajet. Et elle en gros, ce qu'elles me disent, avant d'établir le rapport, en gros, elles me disent, vous savez, vous êtes juste complètement différents culturellement, et vous avez deux modes d'éducation différents, et donc c'est pour ça que vous comprenez pas. Et là, je m'emporte, je leur dis, non mais vous rigolez ou quoi? C'est pas une histoire d'éducation ou de culture, d'abandonner son enfant dans les bois. C'est pas une histoire d'éducation ou de culture que de donner des tartes dans la gueule à quelqu'un devant son enfant. C'est pas une éducation ou de culture que d'arriver tout le temps en retard et d'en avoir rien à foutre, ou de donner zéro nouvelle, de pas s'occuper de son enfant, etc. Enfin, je leur sors un gros discours. Et puis je m'énerve, gentiment, mais parce que l'autre, une des assistantes sociales fait mine de s'énerver parce que je remettais en cause son propre jugement. Et donc, bah, si elle veut monter le ton, on est deux à monter le ton, quoi. Sauf que pareil, moi, je reste correct. Donc, on peut pas me dire de la fermer, de rester correct ou de rester courtois. Je reste toujours courtois, je monte juste le ton. Et donc, je lui ai dit ces quatre vérités. Je lui ai dit qu'elle racontait n'importe quoi parce que, voilà, elle me dit, mais oui, mais vous avez pas prévenu. Un après-midi, j'avais demandé à retirer la petite de l'école pour l'amener justement devant ces deux assistantes sociales avec moi parce qu'elle voulait me voir avec la petite. Mais j'avais aucun autre moyen, puisqu'elles sont pas là le week-end, donc que de retirer la petite de l'école pour venir les voir. Elle me dit, vous n'avez pas prévenu la mère que vous retirez l'enfant l'après-midi, le vendredi après-midi? Je dis, vous rigolez ou quoi? Parce qu'en gros, elle me disait, c'est la même chose. Je dis, vous rigolez, entre partir 2 semaines en vacances sans prévenir le père et en faisant manquer la petite 2 semaines d'école, et une après-midi pour venir vous voir vous parce que vous m'y obligez, j'ai pas le choix, il y a quand même une grosse différence, vous pouvez pas dire que c'est la même chose. Et tous ces petits trucs-là, en gros, voilà, je les ai réfutés, je leur ai mis une tartine. Et comme j'ai vu qu'elles avaient rien noté, ça m'a trituré dans le cerveau, et je leur ai fait, elles aussi, un méga courrier à la sortie, pour leur dire toutes ces 4 vérités, en me disant au moins, il y aura une trace, elles ne pourront pas dire qu'elles ne savaient pas, voilà, parce que tout ce que j'ai sorti verbalement, ça n'a pas été noté, donc ce ne sera pas retenu. Donc j'ai dit, voilà, j'ai envoyé un méga truc, et j'ai dit, voilà, je leur ai dit, vous le joignez ou pas à votre rapport s'il est déjà établi. Moi, je m'en bats les reins, en fait. Moi, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, que je ne suis pas d'accord avec vous et que vos conclusions, elles ne sont pas vraies et que vous racontez n'importe quoi. Et donc, du coup, voilà, c'en est là. À aujourd'hui, je suis en attente du résultat de cette enquête, enfin de ces enquêtes, parce qu'il y a l'enquête de police aussi pour violence. Et je ne sais pas si j'aurai le résultat un jour, peut-être dans 6 mois, peut-être jamais. On verra bien. En tout cas, je continuerai de casser les noix à tout le monde. Ça fait déjà 1h30 que je parle et je pense que tout le monde est mort avant cette heure-ci et que tout le monde en a marre de mon témoignage. Voilà, en gros, sur mon témoignage à moi, si je devais aussi faire un petit écart pour parler du système judiciaire, Claude l'avait déjà fait. Pour commenter sur ce système complètement injuste, la plupart de vous l'ont déjà fait, pour dire que c'est complètement n'importe quoi, c'est une parodie de système judiciaire, en tout cas d'égalité, de tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'aimerais, honnêtement, dans l'avenir, si je devais me battre,
ce serait qu'il y ait un jugement à l'aveugle. C'est-à-dire que on est capable de noter le bac sans considération de nom et de genre. C'est-à-dire qu'on cache le nom, le genre. Moi, j'aimerais que ce soit comme ça. Qu'on arrive à juger des affaires sans préciser qu'il s'agit d'un père ou d'une mère. Juste qu'il s'agisse d'un parent. Et comme ça, on puisse juger au parent le plus pertinent au niveau du regard judiciaire, parent le plus pertinent pour accueillir l'enfant chez lui, en tout cas celui le plus propice au meilleur développement de l'enfant. Je me dis, aujourd'hui, comment c'est possible que nous, on soit en train de parler d'inégalité des sexes devant la justice? Les pères sont maltraités, et c'est un fait, c'est pas une imagination, et c'est pas un petit mensonge qu'on aime bien tous se raconter pour se serrer les coudes. Non, c'est un fait chiffré, qui est irréfutable. Je me dis, comment ça se fait qu'on en soit encore là, alors qu'aujourd'hui on a autorisé le mariage pour tous? Et que se passe-t-il devant la justice quand il y a deux pères ou quand il y a deux mères? On ne dit pas la mère est reine. Quand il y en a deux, on est bien obligé de choisir aux parents le plus responsable, en tout cas le mieux indiqué pour éduquer l'enfant. Quand il y a deux pères, il n'y a pas de mère, donc on est bien obligé de choisir un homme parmi deux qui soit jugé le plus responsable. Alors pourquoi on ne pourrait pas avoir la même équité sur un homme et une femme? Je veux dire, je pense que il est possible de juger à l'aveugle, à définir les conditions, mais je pense qu'il est possible de juger à l'aveugle deux parents qui souhaiteraient obtenir la garde de leur enfant. De la même manière, je pense qu'il serait aussi plus équitable de ne pas être jugé par un unique juge, mais par un collège de jurés choisi parmi le peuple. Je veux dire, on est capable, ou des volontaires, on est capable de faire ça, encore une fois, au prud'homme. Au prud'homme, quand vous n'êtes pas d'accord, que vous soyez salarié ou patron, vous allez au prud'homme et vous êtes jugé par un collège de gens qui sont composés de patrons, de salariés, de représentants de un peu tout plein de trucs. Et du coup, ça assure l'équité, puisque ceux qui décident du jugement, en tout cas de ce qui sera rendu obligatoire par la suite du délibéré, ce sont des gens qui vont discuter entre eux du bien fondé de leur décision. Et je pense qu'il y a assez de gens en France pour... on est capable de le faire pour les assises, c'est-à-dire que demain, n'importe qui peut être convoqué. Et là, cette fois-ci, c'est convoqué. On n'invite pas, là, cette fois-ci, on convoque. Et ne pas y aller, c'est risquer la case prison. On est convoqué pour être juré un jour dans sa vie. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé à moi. Et j'y suis pas allé parce que c'était dans mon ancienne ville. Et donc, c'était à 900 bornes d'ici. Donc, ils ont compris que ça allait pas être possible. Mais voilà, tout un chacun est susceptible d'être un jour juré dans une affaire aux assises. Pourquoi on ne ferait pas ça pour les affaires familiales? Puisque pour les affaires familiales, par essence, c'est quelque chose de très compliqué à juger, puisque la loi est très floue. On parle d'intérêt supérieur, on parle de notion de responsabilité, de choses comme ça. Encore une fois, si je demande à tous les pères qui sont ici devant moi, je pense qu'on a chacun a une vision différente de ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est tout à fait normal, je veux dire, et si je demandais à n'importe qui dans la rue, je pense que tout le monde aurait un avis différent. Voilà, c'est tout. La loi dit que pour être entendu, l'enfant doit avoir du discernement. Je pense que c'est toujours pareil. Si je demande à chacun d'entre vous et à n'importe qui dans la rue, le discernement, on le verra à un âge différent selon chacun. Parce que selon son propre vécu, selon ses propres références, etc. Donc je pense qu'il ne serait pas inutile d'avoir un jury qui soit composé de jurés issus de la société civile, qui soient des parents ensemble, des parents séparés, pourquoi pas des représentants, je sais pas, psychiatre, pédo, machin, truc, bidule chouette, je m'en fous. Enfin, en tout cas, trouver un accord qui mette tout ça ensemble. Et que ces jurés donnent un délibéré
et que ce délibéré soit pris en compte par le juge dans sa décision finale. Et rien que ça éviterait déjà énormément d'embrouilles, et même à la sortie, quand toi tu sais que tu as été jugé par un collège de gens, un panel de gens qui représentent des parents séparés, des pères, des mères, bah, du coup tu prends ça mieux, tu dis ok, bon, bah, c'est la société qui m'a jugé, c'est pas un juge qui m'a écouté 10 minutes, qu'on n'a rien eu à cirer de ce que j'ai bien pu lui raconter, qui a donné un coup de marteau et qui m'a niqué la vie, comme ça, d'un petit coup sur son bureau, quoi, ou d'une signature en bas d'un truc qu'il a même pas rédigé, puisque c'est son greffier qui l'a fait. Et c'est ça qui fait qu'on ressent de l'injustice, c'est qu'on a la sensation de ne pas avoir été écouté, que rien de ce qu'on a pu dire a été pris en compte, et que c'est des hommes de loi ou des femmes de loi assis sur leur piédestal qui n'ont rien à cirer de ce qu'ils peuvent bien décider dans la vie des gens et l'intérêt des enfants. Quand c'est un jury populaire qui vous juge, avec un jugement rendu par un juge qui lui a relu et qui peut changer des choses, parce qu'il y a la loi aussi qu'il faut respecter, ben là je pense qu'on commencerait à régler certaines choses. Et si en plus on jugeait à l'aveugle, c'est-à-dire que ce jury ne saurait pas, si on parle d'un père ou d'une mère, mais d'un parent et d'un autre parent, ben déjà aussi, il n'y aurait pas d'influence. Il n'y aurait pas d'influence psychologique, il n'y aurait pas d'influence culturelle sur celui-ci est mieux que celui-là. Parce que culturellement, c'est inévitable. On vit dans une société, et c'est malgré nous. Et pourtant, c'est le combat des féministes depuis des années pour que ça change. Mais on vit dans une société où la maman, c'est les enfants, le papa, c'est le boulot et la thune. Honnêtement, sur ma première enquête sociale ordonnée par le juge, je vais vous répéter les paroles d'une enquêtrice sociale, et c'est ces paroles exactes, je n'ai pas changé un seul mot. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, les papas, c'est pour les sorties, les loisirs, les mamans, c'est pour les câlins et les bisous. C'est ça qu'elle m'a dit. Et quand elle m'a dit ça, c'est là que j'ai su que l'enquête sociale était pliée. Quand j'ai une enquêtrice sociale qui est censée être neutre, qui est censée regarder ce qui se passe chez l'un chez l'autre, vous dit qu'une maman, c'est pour la tendresse, et qu'un papa, c'est pour tout ce qui est jeu, amusement, voilà, c'est tout. La messe est dite, je veux dire, comment on peut considérer que le jeu, l'amusement est plus important que la tendresse et l'attention? Bah, on considère qu'en premier, un enfant il a besoin de tendresse et d'attention, et en deuxième, c'est accessoire, il va jouer, il va s'amuser, il va faire le foufou dans la cour. Donc forcément, on n'est pas le parent prioritaire. Et forcément, quand on a des embrigadements comme ça ne peut pas changer. Et pour que ça change, vu qu'on ne peut pas faire changer les mentalités, parce que là, vous êtes quelques-uns à nous écouter, mais vous n'êtes rien. Je m'excuse à l'apparence, mais vous n'êtes rien, on est une goutte d'eau. Même si un jour on est beaucoup plus, même si on triple, on quintuple, on sera toujours une goutte d'eau. On est des millions d'habitants en France. Et alors, même si on est quelques milliers, ça reste une goutte d'eau et on ne fera pas changer la mentalité des gens. Il ne faut pas compter là-dessus. Et quand les gens n'ont pas envie de changer, les gens ne changent pas. Les gens n'aiment pas le changement. Et il ne faut pas compter là-dessus. Par contre, je pense qu'on peut opérer un changement en anonymisant, je vais y arriver, le genre et au moins et en mettant un jury populaire et civil. Ça rendrait les décisions beaucoup plus acceptables et surtout on serait sûr que c'est pas le fait d'être un homme ou une femme qui a changé la donne. Et je crois que ça réduirait déjà beaucoup de conflits, de problèmes, etc. Je terminerai juste en disant que suite à l'appel que la mère de ma fille a fait, donc on lui a donné raison alors qu'elle ne s'est pas pointée au JAF, on lui a donné 1000 fois plus raison en cours d'appel alors qu'elle ne s'est même pas pointée, alors que j'avais des preuves à n'en plus finir, etc. Et ben, du coup, son comportement n'a fait qu'empirer depuis, puisque maintenant elle est en roue libre, puisqu'elle se sent complètement impunie, forcément, puisque plainte pour agression, rappel à la loi, convocation devant plein de gens, rien du tout. Enfin, il n'y a jamais de fait, il ne se passe jamais rien, on lui dit jamais rien, on lui tape même pas sur les doigts et on lui dit même pas en audience, madame,
calmez-vous, détendez-vous. Juste ça, déjà, peut-être ça suffirait, mais même pas. Donc forcément, maintenant, elle est en roue libre. Elle m'impose absolument tout ce qu'elle veut, et elle sait très très bien que si je suis pas content, j'ai qu'à aller devant le JAF. Et du coup, elle ne va jamais devant le JAF. Jamais, jamais, jamais. Puisque elle, ce qu'elle veut, c'est que moi j'y aille pour me traiter de procédurier, pour qu'ensuite elle fasse appel en disant, voyez, je suis la pauvre femme que monsieur attaque tout le temps, il passe son temps à faire des procédures contre moi, et du coup, il faut le calmer, ce mec. Et c'est ça qu'elle cherche. Et donc, moi, je n'irai plus devant le JAF, en tout cas, parce que je vais encore m'en prendre plein la gueule. Je veux dire, aujourd'hui, le seul truc qui manque au tableau, c'est une pension alimentaire. Et si je retourne devant le JAF, j'aurai pas plus. Je suis à la base et on me donnera pas plus. Et en plus, on me fera payer une pension alimentaire. Donc, je vois pas du tout l'intérêt d'aller en justice pour qu'on me crache à nouveau à la gueule. J'ai pris assez de claques. On m'a craché à la gueule. Je suis pas stupide. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Je voudrais aussi que vous sachiez que je ne hais pas la mère de ma fille. Je pense qu'elle est beaucoup plus malheureuse que moi dans sa vie. Moi, ce qui lui arrive m'est complètement indifférent. Sa vie m'est complètement indifférent. Ce qui compte pour moi, c'est ma fille. Tant qu'elle se comporte bien avec ma fille, il n'y a pas de problème. Quand elle se comporte pas bien avec ma fille, il y a problème. Et je m'en fous de tout. J'y vais, j'écris, j'emmerde tout le monde. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous dire ça. Je suis pas du tout rancunier. J'ai autre chose à faire que de retenir machin truc, je sais pas quoi. J'ai entendu parler de lâcher prise dans une de vos vidéos. Moi, j'en suis là déjà depuis un bon moment. J'ai décidé de lâcher prise parce que sinon, c'est pas possible. Si on lâche pas prise, on tombe. On tombe. C'est une charge mentale trop forte. J'ai lâché prise complet. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où elle m'énerve. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où j'ai pas envie de la gifler, de la taper, de la tuer, quoi. Mais un jour d'ailleurs cette vidéo ressortira. Si un jour elle meurt, on m'accusera et j'irai en taux. Mais voilà, c'est pas pour autant, c'est pas parce que je le pense que je le fais. Et puis ça passe. Je veux dire, c'est sur le moment. C'est comme un ordinateur qui pourrait vous énerver et qu'à un moment vous allez vous dire, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, ce truc tellement il me saoule. C'est pas pour autant que vous allez le jeter par la fenêtre et à un moment vous vous calmez, vous allez faire un tour, fumer une clope, j'en sais rien, ou boire un coup, voir des amis, et puis c'est fini, quoi. Voilà. Il faut se détendre, il faut se détendre, il faut se détendre. Il faut rester calme parce que encore une fois, on a tout à prouver, même si elles n'ont rien à prouver. C'est injuste, c'est dégueulasse. Il faut se détendre. Et il faut pas répondre aux trolls, aux trolls féministes qui, elles, veulent faire entendre leur voix. Moi, les féministes, j'en ai reçu quelques-unes dans ma boutique qui commençaient à me sortir des trucs. Et on a débattu et elles sont parties comme elles sont venues parce que je leur ai dit qu'elles feraient mieux d'être avec nous plutôt que de leur petit combat de merde. Parce que déjà, commencer à aider des pères face à des mères complètement barges, ben, ça aiderait déjà à changer les mentalités des hommes sur les femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes comme nous qui pensent beaucoup de mal des femmes à cause de ce qu'ils vivent, à cause d'une connasse qui leur fait vivre l'enfer. Ils les mettent toutes dans le même panier, alors que c'est pas du tout le cas. Et honnêtement, j'ai une fille, j'ai une femme en devenir. Je veux dire, heureusement que c'est pas toute déconne. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'espère qu'elle trouvera un bon bonhomme ou une bonne nana. Je sais pas ce qu'elle deviendra, ce qu'elle choisira. Et je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'elle tombe pas sur un connard ou une connasse. Et si elle tombe sur un connard ou une connasse, eh ben, je m'en occuperai aussi. Je veux dire, je serai derrière elle. Mais voilà, faut se détendre. Et moi, je suis détendu. Et sur ce, ça fait quasiment 2 heures que je cause tout seul. Je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée, nuit, je sais pas ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien, que vous irez bien. Détendez-vous. Détendez-vous, profitez de la vie, profitez de vos enfants. Si vous ne pouvez pas, essayez de penser à autre chose. Je sais, c'est pas facile à faire, mais il faut vraiment, parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez vraiment pas le choix. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas vivre comme ça longtemps. Il faut essayer de trouver quelque chose, un palliatif, mais lâchez pas, lâchez rien. Mais faites chier.
Voilà, votre meilleure arme. Ce que j'ai entendu une fois dans une vidéo avec Cédric et Claude. Votre meilleure arme, c'est d'être heureux. C'est votre meilleure revanche, c'est votre meilleure vengeance. Soyez heureux. Et moi, je reste persuadé qu'un enfant, si il peut pas être heureux avec un parent qui a une charge mentale trop forte et qui vit dans la haine, ou qui vit dans le reproche ou dans la rancœur. Un enfant, il peut être heureux qu'avec quelqu'un qui est détendu. Moi, quand ma fille, elle vient, elle me parle de sa mère, il n'y a pas de problème, on parle de sa mère, je veux dire, au contraire, je suis content pour elle si elle passe du bon temps avec sa mère. Voilà, tout ce qui m'importe, c'est qu'elle passe du bon temps, peu importe avec qui, je m'en fous complet. Et du coup, ici, c'est extrêmement détendu. Ma fille est détendue. Elle est super contente de venir chez moi. Elle est pas contente de repartir. Et malheureusement, là, ça me fait plaisir, même si je suis triste aussi, mais ça me fait plaisir qu'elle soit pas contente de repartir de chez moi. Ça veut dire qu'elle est bien chez moi aussi. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on est séparés, il n'y a pas le choix, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui ait la garde. Bah, c'est pas moi, c'est elle. Ben, j'essaye de tout faire pour moi obtenir la garde parce que j'estime qu'il y a des choses qui vont pas. Et puis, si un jour tout rentre dans l'ordre, j'ai aucune raison de demander la garde parce qu'il me faut la garde et parce que je veux voir mon enfant. C'est tout. Si elle est bien et que sa mère s'en occupe bien, bah, très bien. Je vais pas emmerder le peuple avec ça, quoi. Par contre, c'est pas le cas. Et donc, du coup, je me laisse pas faire. En tout cas, j'essaie de dénoncer le plus possible les mauvais actes de sa maman. Et puis le reste, bah, c'est plus mes affaires. Je veux dire, j'ai pas la main là-dessus. Moi, on m'a privé de ma paternité dès le départ. On m'a dit quoi faire et j'ai pas eu le choix que de faire ce qu'on me disait de faire. J'ai rien choisi du tout. Depuis le départ, on m'a tout imposé. Et ben, par contre, les moments que je passe avec ma fille, et ben, on me les impose pas. Et c'est moi qui choisis d'en faire ce que je veux. Et je choisis d'en faire des choses formidables. Et donc, essayez de faire pareil. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et à bientôt. Ciao.